comme promis, François est arrivé avec 2 minutes d'avance sur le timing. François Ruffin, Sylvie Erard. Je vais laisser la parole à François pour essayer d'expliquer un petit peu les conséquences du film finalement, sur ta candidature ou pas. Je pense que c'était intéressant. Et puis sur ce que tu proposes par rapport à ce film, ce que tu en as déduit peut-être de ton action de futur député. Comme tu veux. Non, moi, je suis pas venu pour parler de ma candidature. Je suis venu ici très clairement pour faire une déclaration d'amour à Isabelle Attard. Et alors, il y a son mari qui est là, il faut que je fasse gaffe. Et pour vous donner des ordres, quoi. Je veux dire, bon, moi j'ai croisé Isabelle au cours du conflit sur la loi travail à Paris, qui a été ma partenaire pour aller chahuter le ministre du Travail, du ministère du Travail, de la Formation et du Dialogue Social. J'aime bien toujours rajouter dialogue social, enfin, c'est sur la pancarte, parce que la manière dont ça se passait, où on nous envoyait les vigiles, les RG, la préfecture de police, enfin 4 services de sécurité différents, on n'avait pas le sentiment que c'était tous les jours le ministère du Dialogue Social. Mais donc voilà, donc ça a été ma partenaire à ce moment-là. Je lui ai piqué son idée là pour ma candidature des réserves parlementaires gérées par un jury populaire, et puis elle m'a guidé sur des trucs avec des trucs qui n'ont pas marché, enfin des trucs voilà où c'est pas mon truc, mais voilà, donc je veux dire, et quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui a cette énergie, qui a cette probité, qui a cette droiture, je veux dire, maintenant moi je viens pour vous dire, faut vous bouger le cul pour la soutenir à fond. Enfin, voilà, donc c'est une déclaration d'amour et des ordres qui vous sont donnés pour que ça passe et pour que... Je disais ce matin, j'étais au micro de France Inter et je disais à propos d'Isabelle Attard, parfois il peut arriver que la vertu soit récompensée. Généralement c'est le vice qui est récompensé. Dans notre société c'est quand même le vice qui est le plus généralement récompensé. Mais là, on a vu l'unité qu'elle a réussi à faire à gauche autour de sa candidature, il y a la possibilité que la vertu soit récompensée. Donc il faut tout faire pour que ça se vérifie et que sur un petit coin de la planète, justice soit rendue à une vertueuse, quoi. Donc voilà. Non, je pense que tu pourras comme ça répondre à toutes les questions. Si j'ai insisté pour que Sylvie soit là aussi avec François Ruffin, c'est parce que Sylvie Erard a travaillé en tant que responsable de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'élue au conseil régional pendant des années, et que justement c'est un des moyens de lutter contre ce qu'on a vu dans ce film, que vous avez vu dans ce film. Donc je vais lui laisser la parole parce que je voudrais qu'elle apporte une note d'espoir, parce qu'on ne va pas tous aller combattre, on ne va pas tous dire à François Ruffin viens avec moi, j'ai un combat à mener et puis on va aller les battre parce que c'est nous qu'on est les plus forts. Ça c'est pas possible, enfin, sauf si tu te démultiplies avec des hologrammes aussi. Ça c'est possible, hein, mais... Malheureusement, il n'y avait pas d'hologramme disponible pour Isigny-sur-Mer ce soir. Voilà. Et voilà. Non, pour toi. Et donc, au moins comme ça, on peut tous profiter de ta présence et te poser des questions. Et je vais donner la parole à Sylvie parce que je pense que pour contrebalancer ce qui se passe dans ce film, il y a des possibilités. Oui, merci, bonsoir à tous. Effectivement, j'ai été à la région déléguée à l'économie sociale et solidaire. On est venu me chercher pour ça. Et j'y suis allée en me disant que ce serait sûrement un combat très difficile. Et ça a été un combat très difficile. C'était l'époque où la région était encore avec majorité socialiste, Europe Écologie Les Verts. Et j'ai le sentiment que je me suis plus battue avec eux qu'avec le reste de l'Assemblée. Tout simplement parce que quand on porte l'économie sociale et solidaire, quand on porte tout ce développement économique que font les citoyens lambda, hein, qui ne sont pas des gens connus de partout et qui n'ont aucune envie de briller, eh bien, on apporte un modèle qui dérange parce qu'il remet complètement en cause le système, en fait. Et en regardant le film, c'était surtout la chanson moi, qui me parlait, parce que je me disais, voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. C'est que si on veut changer de modèle, il ne faut pas que le cigare il change de bouche, et il ne faut pas que les secrétaires s'assoient sur les genoux des autres. On va commencer à respecter les secrétaires, déjà. C'est mon côté féministe, là, je suis désolée.
Et puis, on apporte vraiment un autre modèle, un autre mode de fonctionnement. On prend en charge la bonne marge de l'entreprise, quelle que soit sa forme, parce que ça peut être une forme associative. Il y a quand même du développement économique qui est fait par les associations. Et c'est le fait qu'on s'implique tous au même niveau et que tout le monde porte la bonne marge de la structure, en fait, qui est important dans l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est vraiment un changement radical de paradigme. On est tellement formaté depuis l'école, hein. Même à l'école primaire, on nous explique déjà ce que c'est que le modèle économique dominant et comment ça fonctionne et comment il faut obéir au patron et comment on a intérêt à tout mettre en œuvre pour bien rentrer dans le moule. Qu'après, quand on arrive sur le terrain et qu'on vous dit il y a une autre façon de gérer une entreprise, il y a une autre façon de travailler tous ensemble, c'est vraiment un gros effort intellectuel qu'il faut faire. Et parfois, même quand on est un peu ayatollah de l'ESS, il y a des gens où on se laisserait bien un peu aller. Moi, je sais que dans le gérante, parfois j'ai envie de m'énerver puis de pousser une gueulante après tout le monde. Eh ben non. On prend sur soi et on se dit, on est dans notre modèle à nous, il faut écouter tout le monde. Et s'il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas bien là dans notre système. Qu'est-ce qui ne va pas et comment on fait pour l'améliorer encore. Ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est vrai que pour moi, ce qui est vraiment le point le plus important de l'économie sociale et solidaire, au-delà du fait qu'elle est vraiment au service de l'humain, l'humain c'est vraiment au centre du dispositif, c'est cette notion de localisation de l'économie. Dans l'ESS, il y a des très grandes entreprises. En Normandie, on a la COM, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une SCOP qui compte 1200 salariés, dont à peu près 1100 sociétaires. Donc c'est des assemblées générales à plus de 900 personnes, où tout le monde a un droit de vote. Dans une SCOP, c'est un homme, une voix. Donc tout le monde pèse dans la décision de l'entreprise. Et cette plus grande SCOP de France, elle est installée à Mortain, chez nous. Mortain, pour ceux qui connaissent, c'est pas forcément une grande métropole, c'est pas très connu. Et c'est limite accessible par les routes, enfin bon, voilà. Et très souvent, quand on en parle avec soit les salariés, soit avec les patrons, eh bien, ils nous disent, si on n'était pas une SCOP, il y a longtemps qu'on ne serait plus à Mortain. C'est une évidence. Ils ont un mal de chiens à recruter leurs ingénieurs, par exemple. Juste pour vous préciser, la COM fabrique de la fibre optique, en fait. Essentiellement, puis un peu de câblerie, mais surtout de la fibre optique. Il y a un gros travail de R&D. Et ben, les ingénieurs, quand on leur dit qu'il faut aller travailler à Mortain, ben, ils ne candidatent pas. Donc ça représente vraiment des grosses difficultés, mais en assemblée générale, tous les associés qui sont là disent nous on vit à Mortain, on est heureux là, on a nos enfants qui vont à l'école là. Mortain vit grâce justement à cette présence de la COM, mais on ne va pas détruire un territoire au motif que voilà, il y a des gens qui ont du mal à venir chez nous. On va continuer à se battre, on va faire des offres de travail alléchantes. On est bien payé quand on travaille à la COM parce que l'argent il est redistribué en interne, puisque c'est les salariés qui sont les sociétaires. L'argent, il leur revient à eux quand il y a des bénéfices. Et puis, les années où il faut se serrer les coudes, on se serre les coudes. On réfléchit parfois à diminuer le temps de travail de ceux qui ont moins besoin d'argent. Enfin, tout est organisé, mais on travaille entre soi. Mais ça, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut acquérir. On a parfois trop tendance à reporter sur les cadres de l'entreprise, le PDG de l'entreprise. On considère que voilà, c'est le patron dans nos vieux formats. Et voilà, dans l'ESS, parfois, quand on est en difficulté, il faut que chacun, depuis celui qui est sur le travail à la chaîne jusqu'au cadre supérieur, que chacun remette en cause le fait « je participe aux décisions, j'ai voté en assemblée générale, je dois partager, je dois soutenir le service commercial, je dois apporter des idées nouvelles, tout ça ». Et c'est vraiment un état d'esprit avant tout. Mais une fois qu'il est acquis, ça marche vraiment bien. Et puisqu'on parlait de projection de films, il y a quelques années est sorti un film qui s'appelait Entre nos mains. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Donc c'était une entreprise qui était en difficulté, une entreprise de lingerie qui était en difficulté, et l'idée était que les salariés reprennent en SCOP. Et donc, à l'époque, j'étais élue, on m'a pas mal sollicité pour venir participer à des débats suite à la projection de ce film. Et en fait, la reprise en SCOP ne se fait pas. Alors tout le monde me dit « Ah là là, vous qui êtes dans l'ESS, vous devez être déçus que ça se fasse pas ». Et je disais « Ben non, j'aurais bien aimé, bien sûr. Mais je ne suis pas déçue que ça n'ait pas abouti, parce que c'était les cadres de l'entreprise qui travaillaient sur le projet de reprise en SCOP. Et le film montrait aussi des ouvrières qui étaient à la fabrication, qui avaient des idées. Je ne sais pas si elles étaient bonnes ou mauvaises, mais elles avaient des idées. Et personne, à aucun moment, n'intégrait ces idées-là dans le projet. C'était les cadres qui se réunissaient.
qui allait voir les clients, qui allait voir les fournisseurs, mais à aucun moment le lien se faisait, c'est-à-dire il ne faisait pas ce qui se fait à la Com par exemple, ou ce qui se fait chez nous, c'est un moment où on s'arrête et on va parler avec les gens. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, quelle idée tu as? Et je pense qu'il y avait ce manque de respect, mais c'est pas négatif, je critique pas les gens parce que c'est un gros travail à faire, ils n'avaient peut-être pas le temps d'arriver à faire ce travail-là. Et quelque part, je pense que pour notre image de l'économie sociale et solidaire, c'est très mauvais quand des entreprises sont reprises comme ça en scope. Souvent, c'est les élus du territoire qui poussent pour que les salariés y aillent et reprennent en scope. Les régions mettent de l'argent aussi, avancent de l'argent aux ouvriers pour qu'ils puissent reprendre leur entreprise. Mais il faut faire très attention parce que on peut se leurrer avec cette idée-là, je vais sauver mon emploi, et puis la déception, elle est vraiment très violente. Parce que humainement, on s'est investi, et financièrement aussi. Et là, quand ça ne marche pas, l'entreprise, quand elle ferme, on se prend tout dans la figure, les salariés. Et c'est pour ça que je pense que c'est un travail assez long. Donc je ne peux que vous encourager à avoir envie de développer de l'activité dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, mais c'est humain d'abord. Donc, je suis désolée, je reprends un slogan bien connu, qui me tient à cœur. Hein, c'est vraiment l'économie sociale et solidaire, c'est humain, et c'est l'humain qui porte l'économique. Et l'économique va être à son service. Donc, si on n'a pas cette culture-là, c'est très difficile. Et il vaut mieux prendre son temps. Moi, quand j'ai monté ma première scope, eh ben, j'ai mis 3 ans. J'ai mis 3 ans entre l'idée que j'avais, le montant du montage, le temps d'amener des gens à travailler avec moi, de partager mes valeurs, de vouloir que ça fonctionne. Ben, il a fallu 3 ans. Mais maintenant, ça roule. Maintenant, on tourne bien et on est super fiers de nous. En même temps, on est très dépendant des financements publics. Donc, depuis que j'ai entendu l'annonce du gouvernement aujourd'hui, j'ai pas vu apparaître de secrétariat de SES ni rien. Donc, je ne sais pas trop comment les pouvoirs publics vont continuer à nous soutenir. Mais on continue à se battre, on va réfléchir à un modèle et tout le monde va s'impliquer. Et de toute façon, il faudra qu'on tienne. Aujourd'hui, j'en suis à ma 4e scope. 4e scope. Et ça marche du feu de Dieu, mais à chaque fois, on emmène les gens avec nous, c'est construit tous ensemble. Et pour la première, j'en suis toujours gérante. Les autres, je suis co-gérante, je passe le relais et les gens s'approprient le truc. Et puis petit à petit, j'ai plus besoin de m'investir. Chacun après se met dans le rôle. Et moi, voilà, je prépare ma retraite pour être députée à ta place. Non, je rigole. Je ne suis pas sur ta circo, déjà. Mais voilà, je me dis, c'est aussi ça, c'est toute cette énergie qu'on a mise. Eh bien, il faut qu'il y ait un relais qui se fasse derrière. Et le relais, il se fera par les humains qui sont dedans, et pas par du rachat de capital ou je sais pas quoi. Il faut que ce soit les personnes qui sont dedans, qui continuent. Donc, il faut préparer les gérants qui vont arriver derrière, il faut préparer tout ça. Mais ça se fait uniquement avec les personnes. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans des conflits de cette violence qu'on a vue, c'est que c'est porté par des personnes, donc respectueux de son voisin, en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai apporté. Non, si, je voulais juste profiter de ta présence pour te dire que quand tu dis que c'est l'humain d'abord, c'est vrai, que je suis très heureuse d'être entourée par vous deux aujourd'hui, d'être à Isigny, et que ce soit vous qui soit à mes côtés. Aussi parce que Sylvie, tu m'as donné un coup de main pour la première campagne en 2012. On était dans une salle à Caumont-les-Ventés, il y avait 4 personnes devant nous en réunion publique. Aujourd'hui, vous êtes plus que 4. C'est un mouvement de masse ce soir. En fait, je considère que chaque campagne, enfin, voilà, pour moi, une campagne électorale, c'est une aventure humaine. On rencontre des gens, on confronte des idées, on fait de belles découvertes, parfois des moins belles, mais ça, je ne le raconterai pas. Et c'est pour longtemps. Et c'est la seule chose qui restera. Le reste, ça sera du gadget. En tout cas, ça restera dans nos souvenirs et dans notre cœur. Et Sylvie a fait partie de l'aventure dès le début, sans hésiter. Et je voulais en profiter que vous soyez là pour la remercier et pour remercier François d'avoir fait tout ce temps dans les bouchons et sous la flotte pour venir jusqu'ici. Picardie debout, Isigny debout, l'Assemblée debout, quoi, en fait. On va y arriver. Bon, on n'est que 2, hein, là, ce soir. Mais j'ai bon espoir. En tout cas, je vais vous passer le micro. Je ne sais pas si c'est Estelle derrière qui a le... Si vous avez des questions, il y en a déjà une là-bas, il y en aura une ici. Je ne sais pas si on va arriver à voir tout le monde, mais n'hésitez pas. Oui, avec les cheveux blancs, on a été évidemment des militants de toutes sortes.
Mais quand même, dans la situation qu'on vit aujourd'hui, et M. Ruffin, il le rappelait à la radio ce matin, si on ne reprend pas un peu le pouvoir, on n'y arrivera pas. Ce que je veux dire, c'est que si on laisse le patronat et la finance continuer à diriger les choses, on n'aura jamais d'économie circulaire. De toute façon, la finance, elle est circulaire, déjà. Si on ne se bat pas pour les services publics et les transports, c'est pas les patrons du transport routier qui vont remettre les choses sur les rails. C'est ça la réalité qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui fait la colère des gens. C'est au fond la bonne volonté, parce que j'entendais un peu ça dans votre discours, mais c'est pas ça qui manque. C'est qu'on leur demande jamais leur avis aux salariés. Aux ouvriers, c'est pas eux qui ont décidé de fermer leurs usines. Ou à nous, les retraités, quand on a longtemps travaillé et qu'on remet en cause le système. Donc il faut quand même bien s'y reprendre à un moment donné par le bon bout, et le bon bout il est multiple. Il faut refaire les grands engagements écologiques qui sont indispensables aujourd'hui. Ce sera pas, si on attend la bonne volonté, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y arrivera pas. Il faut remettre les choses à l'endroit, il faut reprendre les pouvoirs. Et c'est ça, moi, c'est là-dessus que je compte quand j'élis ou quand je vote pour quelqu'un. D'abord et avant tout, il porte ces choses-là. Les grandes espérances, on les a tous. Hein. Voilà, bon, j'arrête là. Est-ce que vous voulez, on prend plusieurs questions, et moi je répondrai à monsieur. Moi je suis d'accord avec vous, enfin en gros, je veux dire que, oui, que les bonnes volontés individuelles, il faut que ça existe, qui viennent du bas, il faut qu'on construise ce qu'on peut construire. Ma sœur est présidente, est directrice d'une société coopérative et présidente de l'Union régionale des sociétés coopératives Rhône-Alpes. Donc c'est pas comme si le mouvement de l'économie solidaire m'était étranger, et chaque fois qu'elle me voit, elle me bassine entre guillemets avec tout ce que porte de positif le mouvement coopératif. Mais maintenant, en même temps, c'est pas ça qui va suffire à sauver les travailleurs, pour ainsi dire, ou améliorer la situation des travailleurs au niveau national. Je veux dire, proposer, je m'excuse, je suis dans cette actualité-là, mais proposer aux salariés de Whirlpool de dire vous allez faire une reprise en société coopérative, c'est être à côté de la plaque aujourd'hui, quand il y a l'impossibilité d'avoir accès au marché du lave-linge, parce qu'évidemment, quand on fait produire en Slovaquie ou en Pologne, les coûts du travail sont tellement moindres qu'ils ne vont pas être compétitifs. Ça sera sur les marchés. On parlait du marché du textile tout à l'heure. Je ne sais pas si une SCOP serait viable sur le marché du textile. Les études de marché, elles sont quand même relativement catastrophiques sur plein de secteurs, parce que la concurrence des péris à bas coût. La SCOP permet d'exempter. Je dirais que les entreprises sont confrontées à deux problèmes en même temps. Les entreprises installées en France sont confrontées à deux problèmes en même temps, qui est la concurrence des pays à bas coût, ça c'est une chose, et la deuxième chose c'est la rentabilité exigée par les actionnaires. Et la SCOP permet de mettre entre parenthèses l'exigence de rentabilité des actionnaires. Donc ça c'est déjà un point positif, mais ça ne met pas entre parenthèses la compétition avec les pays à bas coût. Donc moi je crois en effet que... je pense que la question que je posais avec les salariés de Whirlpool pendant qu'ils étaient en grève, c'est en gros, est-ce qu'on a besoin de sèche-linge, puisque c'était des sèche-linges qu'ils produisaient. Mais bon, eux, ils n'en ont pas. Je dirais que l'air, il fonctionne très bien. Voilà, et on a fonctionné pendant des millénaires sans sèche-linge. En revanche, des lave-linges, moi, je ne saurais pas me passer de mon lave-linge. Voilà, et c'était la production historique qui a mis le lave-linge, qui a été évacué pour la Slovaquie. Maintenant, c'est le sèche-linge qui part en Pologne. Le problème, c'est que la capacité... Donc, on pourrait très bien décider, pour des raisons écologiques, de produire du lave-linge en France pour le marché français. D'abord, il y aurait moins de camions qui circuleraient à travers l'Europe. Et ensuite, ça serait recentré sur une production sans doute plus essentielle. Mais aujourd'hui, qui décide? C'est Jeff Fettig et les actionnaires, donc PDG de Whirlpool, et Vanguard Group, qui est actionnaire principal de Monsanto, de ExxonMobil et tout ça, et aussi actionnaire principal de Whirlpool. Et le centre de décision, c'est quand même celui-là. C'est eux qui décident de casser le collectif de travail, de faire éclater les compétences, parce qu'il faut une somme de compétences pour parvenir à produire ce chose-là, d'enlever les outils industriels. Et donc, la réponse face à ça, ça peut pas être seulement on fait des scopes. Donc il faut aussi reprendre le pouvoir, leur reprendre le pouvoir, ce qui veut dire ça cumule, on voit bien le problème et le vertige que ça peut donner, c'est qu'on a imbriqué l'urgence écologique, avec là une délocalisation
des sèche-linges qui vont revenir par camion, puisque c'est en gros pour abreuver le marché français et le marché de l'Europe du Nord, une urgence sociale, parce que c'est les salariés qui vont se retrouver dans la débine, et une urgence démocratique, parce que c'est la question centrale, c'est pouvoir se reposer ensemble les questions que veut-on produire, et donc aussi que ne veut-on plus produire, où veut-on produire, et comment veut-on produire. Par exemple, j'étais avec des travailleurs de Dunlop, moi, cet après-midi. Goodyear a déjà fermé leur pneumatique sur Amiens. Je sais que je suis candidat des usines qui ferment. Voilà. Et bon, il y a eu Continental, et là, on a Dunlop, où les gars, ils se retrouvent à devoir faire du 4-8, enfin, des horaires complètement broyés dans tous les sens. Et on leur dit, attendons, la Pologne, eux, vos pneus, ils sont à 23 €. En Pologne, ils sont à 13 €, et en Slovénie, ils sont à 9 €. Donc voilà, les gars, maintenant, il va falloir turbiner davantage. On va supprimer les intérimaires, vous allez faire 2 postes à la place d'un, polyvalence, machin, tout ça. Mais la question qui est à se poser, que je pose avec eux, voilà, sur comment veut-on produire, comment on fait pour que l'automatisation, ils disent, il y a les débuts de nouvelle automatisation, on leur dit, tant mieux, vous aurez moins à bosser. Mais comment on fait pour que l'automatisation, elle se répercute en positif pour les salariés et pas en chômage, c'est-à-dire comment ça devient du temps libéré pour les salariés, de la répartition du temps de travail, du temps libéré, et non pas du temps contraint, de la répartition contrainte, sous la forme du chômage. Et donc voilà, on a à se poser ces questions-là. Et donc pour moi, la question démocratique et la question centrale, c'est comment on fait pour reprendre en main notre destin commun face aux PDG et aux actionnaires. Et c'est bien de montrer qu'on est capable de faire des choses. Je crois, moi, qu'il faut du bas, il faut du haut. Il faut reprendre le pouvoir en haut pour changer des grandes lois macroéconomiques, mais il faut aussi montrer qu'on sait faire par en bas, d'abord parce que c'est comme ça qu'on élève notre niveau de compétence, et puis qu'on va avoir besoin de cette élite-là. Si on prétend demain vraiment diriger la France, on a besoin qu'il y ait une élite qui sache gérer les comptes, qui sache comment on produit, qui sache faire tout ça, et qui l'ait appris par le bas, pour pouvoir aller transformer les choses ensuite. Donc c'est aussi un mode d'apprentissage que de s'impliquer dans les associations, s'impliquer dans les structures solidaires et tout ça pour avoir une élite de remplacement. Parce qu'aujourd'hui on a besoin d'une élite de remplacement de l'élite actuelle qui emmène quand même pas mal de gens du pays dans le mur, quoi. Donc voilà, mais en même temps je crois qu'à ce mouvement d'en bas, il faut associer un fort mouvement d'en haut avec, oui, moi je suis favorable à du protectionnisme, j'ai écrit un bouquin là-dessus, sur les quotas d'importation, les taxes aux frontières, les barrières douanières. Ce sont des outils dont on doit repenser l'utilité. Ça ne veut pas dire qu'on doit passer à l'autarcie. Entre l'autarcie et le libre-échange intégral qu'on a aujourd'hui, il y a toute une gamme de possibilités, et c'est ce champ des possibilités, il ne faut pas s'exclure de l'explorer pour des raisons idéologiques, parce qu'on nous ferait croire que dès qu'on est hostile au libre-échange intégral, on bascule dans le racisme, dans le nationalisme, dans la xénophobie, et ainsi de suite. Parce que, en fait, sur une option économique, nous est immédiatement posé des valeurs morales. Et je pense que, voilà, là, il y a un champ qui est à exploiter, et puis aussi le champ de dire, moi, je suis favorable à ce que quand Whirlpool veut plus faire produire ils n'ont plus aucune usine en France, il y en avait 7, je crois. Bon, ils n'ont plus aucune usine en France. Écoutez, s'ils veulent plus produire en France, qu'on consomme plus du Whirlpool en France, et on interdit un certain nombre de produits Whirlpool du territoire français, et puis voilà, moi je pense qu'il faut des réponses politiques qui soient fermes. Alors, ce que dit Emmanuel Macron, puisqu'il est venu sur le parking des Whirlpool, c'est, oui, mais ça va effrayer les investisseurs. On voit en fait, la logique qu'on a, c'est une logique de soumission à un chantage qui est exercé, à savoir, oui, ça serait juste, compte tenu de l'agression économique qui est subie, du fait que Whirlpool fait des bénéfices, que on est en augmentation des dividendes, ça serait complètement justifié qu'il y ait une sanction forte à l'égard de Whirlpool, et s'entend doute d'un autre nombre de multinationales, mais on ne peut pas, parce qu'en fait, on vit sous un chantage qui est que ça va effrayer les autres investisseurs. Donc voilà, il y a un choix qui est celui de se soulever ou se soumettre, à ce chantage. Parler. Alors, je prends pas le micro à chaque fois parce que vous avez compris que... J'y vais? Oui. Bon. Lorsque vous avez parlé de COP, de coopérative, j'ai pensé tout de suite à une grosse question, la notion de la propriété privée. C'est quand même un sujet, je suppose, clé, puisque... Alors, je suppose que là, c'est l'ensemble des ouvriers qui possèdent l'usine. Bon. C'est un sujet quand même important parce que face à la deuxième question, pour pouvoir se libérer de ce pouvoir, il ne faut pas oublier que quand on est propriétaire, on peut faire ce qu'on veut des moyens de production. Donc les envoyer en Pologne, si on estime que
l'affaire sera plus rentable. Bon, donc une réflexion sur cette propriété, ce qui donne cet énorme pouvoir aux actionnaires. Sans compter que l'usine en elle-même, c'est le travail des ouvriers qui finit par produire ces machines et tout le contenu de cette propriété. Mais cette propriété, bon, on leur donne un salaire, mais une grosse partie revient directement aux actionnaires. Alors, réflexion, qu'en pensez-vous? Puisque j'entends pas beaucoup parler de propriété, je vois qu'on parle de comment sortir ou comment créer un pouvoir pour limiter un certain nombre de choses. Vous parlez de Macron qui dit il faut que les investisseurs reviennent, mais les investisseurs sont des propriétaires et ils ont le pouvoir. Alors comment voyez-vous lutter contre ce pouvoir? Ouais, si on met en avant, enfin, moi je suis venu pour ça, je peux faire d'autres choses, mais je suis pas là pour faire campagne. Si on met en avant le modèle coopératif, on est bien d'accord que ce sont les salariés qui sont propriétaires de leur entreprise. D'accord? Donc il y a bien une propriété privée, l'entreprise, une partie de l'entreprise et le patrimoine des salariés. D'accord? Et je dis une partie parce que quand une société coopérative de production fait des bénéfices, elle en reverse une partie aux sociétaires, donc à ses salariés, si c'est voté en assemblée générale, c'est-à-dire selon la situation économique et la stabilité de l'entreprise au moment, mais une partie seulement, et ça c'est dans les statuts, c'est la loi, on ne peut même pas imaginer que quelqu'un le remette en cause, mais il y a systématiquement une partie du résultat, du bénéfice, qui est mise dans ce qu'on appelle les réserves légales de l'entreprise, et ces réserves-là, elles appartiennent à l'entreprise. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, même si à un moment on décide de la fermer, parce qu'on peut aussi décider qu'une entreprise, même si elle marche bien, on la ferme parce qu'il y a un autre projet à côté, enfin, cette partie réserve légale, elle n'est pas redistribuée aux sociétaires de l'entreprise. Elle est soit reversée à une autre structure de l'économie sociale et solidaire, soit versée à un réseau de l'économie sociale et solidaire, mais l'entreprise, elle est consolidée au fil du temps parce que justement, on a des sociétaires et non pas des actionnaires, et que les sociétaires valident le fait qu'ils ne sont pas prioritaires pour engranger les bénéfices. Ils ne cherchent pas de la rentabilité à 2 chiffres, ils ne cherchent pas tout ça. Ce qu'ils voient, c'est en assemblée générale, on regarde où on est le modèle de l'entreprise. Si elle a des investissements lourds à faire dans les années à venir, ben on va plutôt consolider les réserves légales et on ne redistribuera pas de dividendes. Je veux dire, moi, dans les scopes que je dirige, on ne redistribue jamais rien. Tout retourne parce que c'est des petites structures et on remet systématiquement dans la réserve légale, ce qui fait qu'on a des entreprises qui, font confiance aux banques, parce que quand on va se présenter comme gérant de scope dans une banque, si elle n'est pas coopérative elle-même, on est un peu regardé bizarrement, et à chaque fois on se méfie, parce qu'on est quand même les affreux gauchistes de l'économie, et donc on donne confiance parce que c'est une entreprise qui a un patrimoine fort, qui a de la trésorerie grâce à sa réserve légale. Et effectivement, quand on dit, bah nous, voilà, ça fait 5 ans que les sociétaires ont décidé qu'ils ne se reversent aucun dividende, ils sont satisfaits de leur salaire, et tous les résultats restent dans l'entreprise, réalimentent l'entreprise pour l'investissement, pour tout ça. Et ça, on prouve qu'un modèle économique peut fonctionner. Et dans une société classique, avec des actionnaires, s'ils avaient juste un tout petit peu cet esprit-là, non pas d'abandonner leurs dividendes, parce qu'on peut encore être tolérant et penser que voilà, ils ont pris des risques avec l'entreprise et ils ont besoin d'avoir un petit peu d'argent pour les en remercier, mais s'ils en prenaient 5 fois moins, ils consolideraient beaucoup plus leurs entreprises. Et je pense que là, justement, si on a des dirigeants en haut qui prennent des décisions, ça peut être déjà juste de plafonner les dividendes qu'on peut percevoir quand on est actionnaire, ce qui permettrait de réinjecter l'argent dans les entreprises et qu'elles réfléchissent justement à quel est leur mode de développement et comment peut-être effectivement elles vont mécaniser, mais comment en même temps elles réfléchissent à ne pas virer leurs salariés. Alors que là on est dans la démarche complètement inverse, quand il faut sortir des dividendes avec des taux à 2 chiffres, la masse salariale c'est la variable d'ajustement et on tire sur les salariés pour pouvoir redonner cet argent-là. Et je veux dire, malheureusement c'est du bon sens, mais on a l'impression que plus personne n'en a dès lors qu'on parle d'argent. Mais on est bien dans une société coopérative, la propriété privée, elle est là et elle est très respectée. On prévoit comment un sociétaire qui s'en va peut récupérer son argent. Tout est bien calé. On n'est pas dans le collectivisme. On est bien dans une gestion collective de l'entreprise. Mais la propriété privée est respectée. Et je pense que c'est pour ça que les gens s'y trouvent bien aussi.
Parce qu'on respecte ça, cette notion de leur patrimoine. Alors moi je dis, quand j'ai un nouveau sociétaire qui rentre, je lui dis, tu peux récupérer ton argent quand tu décides de sortir. Bon, ben, évidemment, pour des questions de trésorerie, on se garde un petit délai, mais il sait qu'il va avoir son argent. Et puis, si tu laisses ton argent un certain temps, puis que tu disparais, ben, tes héritiers, ils pourront nous demander qu'on leur redonne tes parts sociales dans l'entreprise. C'est normal, c'est ton patrimoine, il fait partie de ta vie et il doit te revenir à un moment donné. Donc on a bien, dans la coopérative, on n'est pas dans le collectivisme, on ne fait pas des colcauses, hein. On est bien dans des gestions collectives d'entreprise. C'est ça la question en fait. On va passer le micro là. Je suis en rouge. Oui, je vais. Derrière, parce que nous on va vous entendre, mais derrière ouais, on va pas vous on va entendre. pas entendre et puis... Ou alors vous vous levez puis vous criez pour tout le Merci, monde. John. Super. Non, c'est pas ça. Bon, tout simplement pour expliquer, donc je travaille. Bonsoir, monsieur, dame. Alors, je travaille dans le service public, donc la Poste, on va la citer. Donc maintenant, c'est une entreprise privée. Alors, nous, on n'a pas d'actionnaire, hormis Caisse des dépôts et consignations qui avait injecté 3 milliards d'euros il y a quelques années. Et avec le CICE, la Poste a touché 980 millions d'euros pour 230 000 salariés, sachant que cette entreprise a détruit 100 000 emplois en 15 ans. On était... voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Comment un gouvernement peut organiser une disparition d'argent public. Le CICE, c'est 41 milliards qui ont été donnés aux entreprises. Si je ne m'abuse, hein, vous me corrigerez. C'est ça, c'est. Donc, pour que les gens se rendent compte, mais cette entreprise continue de détruire de l'emploi. Et bien évidemment, sous prétexte de rentabilité, sachant qu'on n'a pas d'actionnaire. Alors c'est folklorique. J'ose même pas imaginer si on avait un actionnaire qui demande à 2 chiffres. Donc à ce niveau-là. Et une autre question qui se pose aussi sur les conditions de travail, c'est qu'à la fin, les salariés, on se regarde, on arrive au boulot, on était par exemple 20, et tous les 2 ans, et même maintenant depuis la loi El Khomri, ils peuvent réorganiser quand ils veulent. Alors on était de 20, on passe à 18, là on passe à 15, maintenant on est 13, l'année prochaine on a une autre réorganisation, et on se dit à combien on va rester, sachant qu'il faut quand même continuer à faire le travail. Et nous, on n'est pas sous la pression des actionnaires. Donc l'hôpital est pareil, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour casser ce processus dans la tête des salariés qui fait qu'ils acceptent de s'autodétruire et de rentrer en compétition entre eux-mêmes, au lieu de s'unir. Ça, c'est quelque chose que je constate depuis 24 ans dans cette boîte, mais ça s'est accéléré. Et sous prétexte qu'on donne des participations bénéfices, des primes à 1 € jour, et je vous en passe, des participations bénéfices, vous inquiétez pas, la Poste, les banquiers suisses ne m'ont jamais appelé. Ou Jersey, c'est plus près. Donc voilà quoi. Et les gens se trouvent être achetés pour des sommes mais maudites, quoi. Je trouve ça mais complètement délirant. Ah bref, voilà quoi. Donc je suis aussi représentant de CHSCT, c'est aussi pour ça que je suis là. Moi, je vais juste revenir, parce que ça me permet de revenir sur ce qu'ont dit les 2 intervenants avant. Il y a quelque chose quand même dans le monde de l'entreprise depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, où on a vraiment organisé le travail, on l'a bien cloisonné, on a mis les gens en concurrence, on connaît toutes les techniques, y compris dans les services publics, ça j'en suis tout à fait d'accord. Et il y a quelque chose qu'on a vraiment mis à bas de manière très, très forte et très volontaire, c'est l'éducation populaire. Et tout le travail qui était fait dans les entreprises de sensibilisation à la citoyenneté, de débat, de discussion sur les conditions de travail et sur les conditions de vie dans la société qui avait lieu dans les entreprises, c'était de l'éducation populaire, ça. Et on s'est vraiment employé, hein, depuis pas mal d'années, à détruire ça. Et l'intérêt de ce fonctionnement dans le monde associatif ou dans le monde coopératif, c'est que la réflexion qu'on conduit autour de son poste de travail, le fonctionnement de son service, le fonctionnement de son entreprise selon la taille qu'elle a, on revient à ça, à cette notion d'éducation populaire. Et moi, j'ai été assez touchée cette année parce qu'aux dernières présidentielles, donc moi, ma première SCOP, elle était assez jeune, et bon, j'ai un peu insisté en disant aux salariés, il faut aller voter, penser qu'on est un acteur économique du territoire et qu'on doit s'exprimer, qu'on doit aller voter.
Et tous disaient, oui, t'as raison, parce que je disais, vous votez pour prendre des décisions dans l'entreprise, votez aussi pour prendre des décisions pour votre pays. Mais voilà, je sentais que, bon, ils me connaissent, ils savent que je suis militante, ils nous saoulent un peu. Voilà. Et là, cette année, j'ai vraiment fait ce travail encore, parce que j'insiste beaucoup dessus. Et bon, ça a été depuis, et toi, tu votes pour qui? Et en gros, pour qui tu voudrais qu'on vote? Donc évidemment, c'était pas question de répondre à la question. Mais il y en avait quand même beaucoup qui étaient dans, mais justement, des modèles comme le nôtre. Quand tu écoutes les candidats, c'est lequel qui représente le plus? La loi sur l'ESS, c'est Benoît Hamon. Est-ce que ça vaut le coup de voter pour Benoît Hamon parce qu'il pourrait continuer ça? Enfin, il y avait vraiment, on sentait qu'il y avait un questionnement de fond. Et je me suis dit, mais c'est bien, parce qu'on voit les gens évoluer, et je pense que le monde coopératif, le monde associatif, ça sert aussi à ça, c'est à faire revenir cette éducation populaire qui nous manque terriblement. Parce que c'est pas l'université populaire de Michel Onfray, l'éducation populaire. Du coup, juste pour rebondir sur le monsieur de la Poste, un scandale que très peu de gens connaissent, c'est qu'ils ont volé littéralement l'argent des postiers qui ont misé... Ils ont mis de côté de l'argent pour s'acheter des camps de vacances, les villages vacances PTT que j'ai fréquentés, fils de postier. Et un beau jour, dans les années 90, ils ont organisé la désorganisation, ils ont tout laissé tomber, ils ont dit, bah, vous voyez bien, il faut qu'on fasse du privé pour rentabiliser, reconstruire. Et c'est devenu Azureva. Donc quand vous allez dans un village Azureva, vous êtes en fait dans un village qui a été volé littéralement parce que les gens, ils n'ont jamais revu leur argent. Ça s'est fait très simplement. Donc ça, c'était par rapport à la Poste, et ils ont externalisé, fait plein de choses, et j'oublierai jamais le ministre de la Poste qui vient vous voir en disant, bah, regardez, ça marche pas, faut privatiser. Donc c'est un petit laboratoire, la Poste, comment on fait souffrir les gens, comment on peut démanteler, mais ça marche tellement bien depuis tellement longtemps qu'ils ont beaucoup de mal. Grâce d'ailleurs à beaucoup de gens très motivés. Moi j'avais une question un peu plus cynique. Le capital, s'il en est là où il est, c'est parce qu'il a deux gros points forts. C'est d'abord, il vous achète. Donc le film, je pense, l'a bien montré, ils n'ont aucun problème pour trouver des arrangements. Deuxième point, si vous n'êtes pas achetable, a priori, ils vous éliminent. D'abord on achète, ensuite on élimine. Ces deux options, je suis désolé d'être un peu cynique et de refroidir l'ambiance, puis je m'inquiète pour la sécurité des personnes qui sont devant nous, parce qu'ils prennent des risques assez énormes pour nous dire et pour nous transmettre des informations. Qu'est-ce qu'on a comme moyen face à eux? Parce que visiblement, on oublie nos problèmes à nous, population, on se dit toujours on est nombreux, on est fort. Oui, effectivement, on est nombreux. Mais si c'est un combat, il faut savoir qu'il y a une règle très simple dans les arts martiaux, que vous apprenez très très vite, c'est savoir qui gagne le plus rapide ou le plus fort. Et dans les arts martiaux, on vous enseigne souvent que c'est le plus rapide. Et eux, ils passent leur temps à réfléchir à comment nous maintenir, nous manipuler, etc. Ils sont très 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 rapides. Le temps qu'on s'organise, eux, ils sont déjà 3 coups d'avance. Question, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour nous? Parce que la scope modèle, formidable, hein, moi je signe tout de suite. On sait très bien que ça passera pas. Ils vont lancer Whirlpool une scope, ils vont dire regardez, les scopes ça marche pas. Ah oui, ils vous ont envoyé au casse-pipe. Et ça leur servira pour dire voyez, les scopes, n'en faites pas, ça sert à rien, c'est mauvais. Est-ce qu'on a quelqu'un, une idée, une pensée, qui peut nous aider à combattre ces points forts du capital? Donc là, forcément, Monsieur Ruffin. Oui, Isabelle. T'as raison, John, on est nombreux. Et c'est pas comme dans une scope un homme, une voix. Si, quand on a son bulletin de vote, c'est pareil. Un homme, une voix. Qu'on soit député, sénateur, maire ou simple citoyen, ou employé de la Poste. Il y en a plusieurs de la Poste ici. Peut-être un club. On a un bulletin de vote. Et peut-être qu'on ne l'a pas vu. Pour moi, en tout cas, ce qui s'est passé pendant cette présidentielle est un énorme piège dans lequel on est tombé. Et je ne dis pas du tout que les Français sont manipulables, faibles, etc. Non, je dis l'inverse. Je dis qu'en face de nous, on a eu une machine, on a eu un rouleau compresseur médiatique et financier. Et avec l'aide des patrons de presse et avec les journalistes également, et je ne veux pas tout mettre sur le dos de la presse, mais je pense qu'il suffit de regarder d'avoir le regard extérieur des journalistes étrangers européens, et en particulier
d'une certaine journaliste portugaise qui était interrogée dans Arrêt sur Image récemment, pour se rendre compte de ce qui s'est passé en France depuis janvier 2016, depuis qu'on a pour la première fois mis dans les sondages le nom d'Emmanuel Macron pour voir ce que ça pouvait donner. Je dis on c'est, on va dire, l'Élysée, Juillet, Attali, Hollande, etc. et ce petit monde-là. Je dis pas qu'on s'est fait, qu'on est tous naïfs et qu'on s'est fait avoir. Je dis qu'en face, il y avait une machine énorme et qu'on s'est retrouvés, nous, dans un piège. Et que cette société qui est en train de se préparer, Sylvie parlait de l'économie sociale et solidaire qui a totalement disparu au niveau du vocabulaire dans ce que défendra notre prochain ministre, notre nouveau, prochain, j'ai toujours du mal à l'admettre en fait, notre nouveau ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'est la finance va être à sa place en haut, et puis nous, il va falloir qu'on se batte en bas, mais on a les moyens de réagir. Alors je suis attristée de voir que les rassemblements chez François et puis ici dans le Calvados, il n'y en a pas partout. Alors pourtant c'est tellement nécessaire et c'est la base pour être en capacité de proposer un autre modèle économique, un autre modèle de société tout court. Et c'est pas non plus avec les responsables de la FNSEA qui sont aujourd'hui au ministère qu'on va changer non plus le modèle agricole. Voilà. Il va falloir que tout le monde se bouge pour les prochaines échéances électorales, mais vraiment, quoi. Vraiment. Parce qu'on l'a finalement, ce pouvoir. On a tendance un peu à l'oublier et à être sous le poids, sous une masse énorme, encore une fois, médiatico-financière, mais on a ce pouvoir de résister. Et si Sylvie parlait d'éducation populaire, c'est parce que je suis bien convaincue, encore une fois, que notre plus grande arme, c'est notre bouche, c'est notre langue, et c'est une arme de persuasion massive, comme j'aime le dire. De persuasion massive. Ça veut dire qu'on a la capacité, nous tous, de nous parler, de recréer le débat, même si on n'a pas envie, même si on s'aperçoit aujourd'hui que les lieux où on peut faire de la politique, et quand je dis politique au sens noble, c'est parce que c'est là où on va débattre de ce qu'on veut comme société. On supprime petit à petit tous les lieux où on peut débattre. Et à la place, on nous met Hanouna. Juste au hasard. Voilà. Comme ça va nous empêcher de réfléchir et tout le monde sera très content. Mais on a besoin de se reparler, d'éteindre la télé et les écrans et les téléphones portables. Je suis très bien placée pour vous dire ça alors que je passe mon temps avec. Mais on a besoin de faire cette coupure et de reprendre en main, de se reprendre en main, de reprendre notre discussion politique et de balancer à tous ceux qui nous disent que aïe 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 c'est politique donc on va pas trop en parler, ou on va non c'est pas bien, tu comprends, je vais me vexer je vais me fâcher avec un tel, ou bien l'autre il me parlera plus, etc. Je suis désolée, la politique c'est sérieux et c'est beau, et j'en ai un peu vraiment marre en fait qu'à chaque fois qu'on veut parler de ces sujets là on me dise ah non tu comprends Isabelle c'est politique. Ouais, bah ouais, c'est politique. Tout est politique, de toute façon. Chaque décision l'est. Si je décide de mettre des fleurs à Isigny devant l'entrée de la mairie, c'est politique parce que je déciderai de mettre un petit peu plus de verdure au lieu de mettre du béton. Il y a une connotation politique, bien évidemment. Tout l'est. Mais soit on décide de se reprendre en main et effectivement de remettre le débat et de proposer autre chose, soit on reste tous chez nous, encore une fois, on rallume notre écran de TF1 ou de C8, et puis et on laisse Bolloré nous intoxiquer. C'est un choix, et on a toujours le choix. Voilà, donc je vais laisser François, tu veux répondre pour le CICE? Non, t'en prends une autre. À toutes les échéances, à toutes. Oui, d'accord, il y aura l'EFN, il y aura, etc., bon... C'est pas une fatalité, hein. C'est pas une fatalité qu'il y ait le FN qui passe. Encore une fois, on peut tous faire l'éducation populaire à notre niveau. On a un réseau d'amis, on a une famille, parfois grande, petite. On peut parler, on peut discuter et on peut expliquer qu'il y a autre chose et que le FN n'est pas une fatalité, ni Macron non plus. Bon, bah, si on prend les dernières élections, si vous mettez Macron à droite, Fillon à droite et le FN à droite, c'est les 3 quarts des Français ont voté à droite. Non. Oh non.
Non, les 3/4 des Français n'ont pas voté à droite. Pas avec 40% d'abstention et de vote blanc et de vote nul, pas avec le score de Jean-Luc Mélenchon, pas avec le score de Benoît Hamon, je suis désolée. On n'a pas une France qui vote majoritairement à droite. Ben non. Moi j'ai une question, je profite de la présence de François Ruffin, si on peut dire, Isabelle aussi. C'est en étant concret, je reprends ce que tu disais sur la propagande, enfin moi j'appelle ça de la propagande quotidienne depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, sur le service public, la fin du service public, un service privé qui sera de meilleure qualité pour l'énergie, qui coûtera moins cher. On sait pour ça du résultat. Je travaille à la Poste aussi. Mais c'est pas, ça arrive, hein. Ça n'a rien à voir notre fait. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est que on est face à une propagande très forte, et je reprends ce que disait un monsieur tout à l'heure, c'est la rapidité de déplacement. Aujourd'hui, le président Macron, il va accélérer la construction européenne, il est en train de figer, il va vouloir figer et cadenasser le système de façon à ce qu'on soit bloqué. Ça veut dire qu'on doit être très réactif, on a du mal à se déplacer. Moi, la question que je me pose, c'est comment individuellement ou en petits groupes, on peut faire sans attendre qu'un pouvoir, entre guillemets, politique émerge, que nos idées, nos principes émergent. Qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est ce que je t'ai déjà dit. Qu'est-ce que nous, on peut faire là où on est? J'ai quelques idées, j'attends pas une réponse miracle. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire en attendant, comme le fait François, là où il est, pour freiner la machine? Parce que la machine, elle va s'emballer. Il veut faire un ministre des Finances européen. Ils sont en train de verrouiller le système, comme ils l'ont fait pour le système de l'unanimité. On a avancé, on y est allé pour certains d'entre nous, et ils cadenassent le système. Il n'est jamais trop tard, mais on doit agir vite et agir là où on est. C'est un constat et une question en même temps. Je vais juste dire par rapport à l'Europe, c'est pas parce qu'on est pour l'idée d'une belle Europe qui protège, qui est celle de l'après-guerre, qu'on est obligé d'accepter l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter à gauche, à droite, avec... Je dis ça, il faut que je fasse attention. Bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter effectivement de toute l'idée européenne qui était finalement... on avait tous les drapeaux européens dans les meetings d'Emmanuel Macron, mais son Europe, c'est pas celle que je veux. C'est pas parce qu'on a cette idée d'Europe qui nous protège tous et qu'il faut à tout prix sauvegarder. Pourquoi il faut à tout prix? Pourquoi il faudrait à tout prix sauvegarder cette Europe-là? Pourquoi on ne recommence pas, effectivement, avec une Europe sociale, en regardant quels sont les pays qui ont envie de construire une autre Europe avec nous? C'est pareil, c'est pas une fatalité, on n'est pas obligé de subir cette Europe qui est en train de nous détruire, celle des lobbies, des multinationales, etc. et de la finance. C'est pas une fatalité en soi, on peut très bien, pourquoi pas, on repart à zéro. Mais à partir du moment quand vous dites, quand on pose la question, mais t'es pas européenne, Isabelle? Ici, j'ai pas besoin qu'on me mette un drapeau pour que je sente de la proximité avec les Suédois ou les Belges. Évidemment. Mais cette Europe-là, j'en veux pas. C'est aussi clair que ça. Donc le financement, le patron de la finance européenne, ou bien cette construction qui en fait est faite juste pour nous faire avaler le TAFTA et nous faire ensuite, dans l'ordre, on va faire ça sera le CETA, ensuite ce sera le TAFTA, puis après ce sera les autres traités de libre-échange. Jusqu'en 2005, on a dit non, ça s'est fait quand même. Si pour le TAFTA, il y a un vote, je ne crois pas qu'ils prennent le risque de refaire un référendum, en fait. Ils ne reprendront pas ce risque-là, ils nous le feront avaler tout cru quand même. Sauf si il y a une vraie mobilisation. Et ce qui m'effraie le plus aujourd'hui, c'est que je ne sens que de la résignation. Je parlais avec des dirigeants de la Poste, puisque c'est m'interpeller sur la Poste, qui me disaient aujourd'hui, le moyen de faire grève des postiers, c'est l'arrêt maladie. C'est pas de faire grève, c'est d'être en arrêt maladie. Parce que c'est pour dire stop. À la fois le corps et la tête ne peuvent plus. Et il n'y a plus de mouvement de grève comme on peut voir. Peut-être que toi, François, tu vas pouvoir nous donner des exemples de mouvements parce que tu es dans une zone un peu plus industrialisée que nous, ici en Normandie. On n'a plus Moulinex, donc voilà. Et
Tu as d'autres exemples, mais ce que je ressens aujourd'hui, et Sylvie pourra nous le dire aussi, c'est une énorme résignation. On est 3 Pékins pour telle manif, on est 100 pour une autre, 200 pour l'autre. Alors peut-être qu'il y a trop de combats en même temps à mener. C'est aussi une impression que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses contre lesquelles on doit lutter que du coup, on ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Ni 3, ni 4, ni 5. Et on est complètement sous le poids de ce qu'on essaie de nous imposer depuis 10 ans, 15 ans, 30 ans. Voilà, c'est mon impression et j'aimerais bien arriver à redonner suffisamment de peps et d'espoir pour qu'on arrête cette résignation-là, qu'on puisse l'enrayer au moins. Ce qui est fou, c'est... Ce qui est fou, c'est qu'on apprend aux gens qui ont un travail à ne plus se battre. Et ça rend... Je constate ça en tant que militant syndical depuis de longues années, dans la même chapelle, donc là-dessus aussi c'est clair. Les gens se résignent et ne veulent plus se battre. Et ceux qui ont un travail, donc ceux qui n'en ont plus, je n'ose même plus imaginer ce qui, malheureusement, se passe dans leur tête. Non, mais oui, mais c'est... Pour les gens déjà qui ont un boulot, on a quand même plus de 10% de la population qui n'a pas de boulot. Par rapport à ça, donc moi je côtoie beaucoup de personnes justement qui sont en situation de recherche d'emploi depuis un moment, 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus, et qui nous arrivent en général bien cassés mais avec un projet. Et on n'arrive pas à imaginer par où on a fait passer les gens pour les convaincre de quitter leur travail, parce que effectivement on leur apprend ça, mais tout simplement parce qu'ils voient les autres autour qui sont en train de tomber comme des mouches, et y compris dans les très petites entreprises. Bon, il y a des gens qui travaillaient chez des artisans avec 3 salariés, et ils ont vu un de leurs collègues se faire lourder violemment, et tout ça, et du coup ils ont vraiment la trouille, quoi. Et ils sont très blessés. Et à côté de ça, celui qui est licencié, on lui apprend aussi très vite à avoir honte, et on lui apprend aussi à ne plus exister dans la société. Alors moi, ça peut paraître ridicule, mais c'est un combat que je mène depuis pas mal d'années. Depuis que j'ai entendu Claude Almos parler de ça, je me suis dit, mais nous, c'est notre boulot aussi, nous qui avons cette chance d'avoir une situation stable. Et maintenant, moi, quelqu'un, quand je lui demande quel est son statut et qu'il me dit demandeur d'emploi, je dis non, vous n'êtes pas demandeur d'emploi. Vous avez un métier, vous étiez carreleur, formateur, je sais pas quoi, et vous êtes en recherche d'emploi. Et maintenant, moi, je ne veux plus que vous me parliez en tant que demandeur d'emploi, vous êtes carreleur et vous avez besoin d'un boulot. Et d'obliger les personnes à se repositionner sur le métier qu'elles savent faire, eh bien, on voit en fait que leur regard change complètement sur comment je suis traité dans la société. Mais on oblige trop les gens à avouer, et j'emploie pas le terme par conséquence, on les oblige régulièrement à avouer qu'ils sont demandeurs d'emploi. Je vous assure que quand on entend les questions qui sont posées, je parle des services sociaux, par exemple, les services sociaux, les gens ne sont pas méchants, hein, ils ne veulent pas faire du mal, c'est eux-mêmes, ils sont formatés avec un vocabulaire. Et quand vous arrivez devant l'assistante sociale et qu'elle vous demande c'est quoi votre statut et que vous devez dire que vous êtes demandeur d'emploi, elle ne fait que vous installer encore là-dedans. Et je dis, c'est les travailleurs sociaux, quand je les côtoie, je leur dis, mais non, ils ne sont pas demandeurs d'emploi. Ils savent travailler, ils ont un métier. Faites-leur parler d'abord de leur métier, après ils vont vous dire qu'ils cherchent du boulot. Mais ça, je veux dire, on peut le faire tous au quotidien. Vous avez quelqu'un dans la famille qui cherche du boulot, voilà, il n'est pas demandeur d'emploi. Et je crois que c'est vraiment un combat, ça, qu'il faut qu'on mène humainement. Et parfois, chez moi, à Flers, il y a un vieux monsieur qui s'occupe de assez le chômage, qui est un intégriste, voilà, il nous saoule tous, mais on l'adore. Et régulièrement, il vient me voir en me disant « Sylvie, il faut qu'on fasse quelque chose, il y en a qui se sont fait couper l'électricité, il y en a qui se sont fait couper l'eau, il faut qu'on se bouge, tout ça. » Et évidemment que je dis oui à chaque fois parce qu'il est tellement militant et il y croit tellement. Et un jour, je me suis énervée, j'ai dit écoute, moi tu m'emmerdes. Quand il faut aller faire une manif à Paris pour défendre les droits des chômeurs, bah, c'est des gens comme moi qui sommes dans le car, là, on va se faire chier le dimanche, on perd notre temps, moi j'aimerais mieux dans la maison faire mon jardin, voilà. Et puis tes chômeurs, je les ai jamais dans le car avec moi. Bon voilà, j'étais un peu énervée ce jour-là. Alors j'ai dit, moi j'y retourne
Quand tu me les amènes, il me dit, mais Sylvie, mais je ne peux pas les amener, c'est pas possible. Et c'est là que je me suis dit, mais il faut qu'on leur redonne justement cette conscience de leur place dans la société, et quand ils auront cette place dans la société, ils viendront avec nous. Mais vous imaginez qu'on part de loin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? C'est ça, tout le temps. C'est avoir ce souci, c'est de la résistance que ça s'appelle. On fait de la résistance. On ne fait pas un combat extraordinaire, on est dans la résistance au quotidien. Mais c'est usant. Alors, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux, parce que sinon, on se fatigue. Le micro. Est-ce qu'on pourrait... Il y a quelqu'un qui... C'est juste qu'il y a un monsieur qui attend depuis 2 tours. Alors, on va laisser parler la personne qui a un micro. Voilà. Là, c'est vachement plus simple. Ouais, Roger, artisan communiste. Allez-y. Merci. Voilà, donc très bien film, François. Et multinational, je connais aussi. On a l'équivalent d'un Bernard chez nous aussi. Il s'appelle Rick Clémer. Et donc c'est PDG de ma boîte NXP à Caen. Un très grand groupe qui est le fruit de la scission de Philips Semiconductor donc en 2007. Donc en 2007, on est devenu NXP, mais bon, au final, on fait des puces électroniques pour les téléphones mobiles. C'est un groupe vraiment multinational. On est un peu comme Intel ou Apple, si vous voulez. Hein, donc ça commence à causer, quoi. Et donc, CICE à la Poste, nous aussi, on prend l'argent public et on dépense. Et malheureusement, on ne crée pas d'emploi. En 2000, on était 2000 salariés. Aujourd'hui, on est 300. Alors, on fait des promesses d'emploi, mais on récolte de l'argent public et en retour, on n'a pas d'emploi. Et pire que ça, on nous sabote notre dialogue social, puisqu'il y a aussi des syndicats chez nous. C'est peut-être pas toujours les bons, mais bon. Et alors, il y a une omerta là-dessus, mais il faut le dire. Chez nous, en tout cas, c'est peut-être pas valable partout. On dit aux syndicats de se taire un petit peu, et puis on achète, parce qu'avec les finances, on fait beaucoup de choses, on achète la paix sociale. Et voilà. Donc, alors, on est résigné. Souvent, les ingénieurs chez nous sont résignés. Parce qu'ils n'osent pas, ils ont quoi? Ils ont la trouille de se faire virer, parce qu'on ne va pas aller dans la rue, hein, surtout pas. Hein. Alors voilà, ça se passe comme ça, et aujourd'hui, on est sous le coup d'un ce qu'on appelle un GPEC, c'est un espèce de plan social, voilà, et donc 44 emplois qui vont être encore supprimés. Pourquoi? Alors je me demande bien, parce que l'action est passée de $10 en 2008, là voilà, à $110 aujourd'hui. Et en plus, alors comme on est une société qui marche très bien, on se fait racheter par un gros poisson, un américain, pour la modique somme de 47 milliards $. Je ne sais pas si c'est connu, ça en tout cas. En tout cas, dans les dossiers de l'État, ça doit l'être, hein, c'est certain. Et donc, on passe d'un patron hollandais, du coup, il est parti avec un parachute, lui, 450 millions $, pour le seul PDG qui est parti. À un statut d'américain. Quand on sera racheté finalement, on sera plus du tout européen, on sera américain. C'est bien dommage quand même, parce qu'on perd une pépite, donc en France et en Union européenne, dans un secteur qui marche très bien, qui est encore très juteux, et paf, on se le fait prendre. Alors c'est dommage, parce qu'on a quand même des bonnes écoles, on donne de l'argent public, et tout ça pourquoi? Pour se faire piquer nos pépites. Donc aujourd'hui, les ingés tombent comme des mouches en arrêt de maladie, ils n'en peuvent plus, on est en burn-out, comment ça s'appelle, on n'en peut plus quoi. Et donc personne ne le sait, on a peur et on subit. Voilà, on subit et on en a vraiment ras-le-bol. Et cerise sur le gâteau, je vais parler un peu de mon cas aussi. Et j'essaye de me démener, mais je suis un peu seul dans l'affaire. Je viens d'être viré. Pour soi-disant insuffisance professionnelle. J'ai mon ami à côté de moi qui pourra témoigner que non, je travaille quand même beaucoup, y compris les week-ends et jours fériés. Mais bon, c'était en tout cas le motif annoncé, et le vrai motif, c'est le suivant. On était en pleine élection professionnelle l'été dernier, et j'ai eu une très mauvaise idée quand même. Je me suis présenté comme candidat aux élections professionnelles. C'est la raison pour laquelle ils m'ont évincé. Donc aujourd'hui, je suis dehors là depuis 6 mois de mon entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'est capable de faire la finance. Alors c'est bien la finance, on en a besoin, mais ça doit être à notre service, au service de l'humain. Et j'avais pas ce discours, croyez-moi, il y a 4-5 ans, même 10 ans, ça fait 20 ans que je travaille dans le groupe. J'avais un discours un peu libéral, un peu naïf finalement. Et là aujourd'hui je suis assez révolté, et franchement si je peux monter
un François bis à Caen, je le ferais bien volontiers, et si je peux discuter avec vous, ce serait vraiment un plaisir. Alors depuis, bon voilà, je suis cégétiste vraiment dans l'âme. Je l'ai toujours été de toute façon au fond, hein, et j'essaye de faire le mon possible, et j'espère que je serai entouré, et je commence à avoir un bon entourage. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là. Oui, Roger, artisan, plombier, Heidi, PCF, pour ceux qui le savent. Voilà, dans le disait aujourd'hui, je répondais un peu au monsieur, voilà, et vous avez oublié la lutte des classes. Voilà. Personne descend dans la rue, et on est viré quand même. On ne se parle plus dans l'entreprise. Moi, je quittais l'entreprise il y a 15 ans. Je me suis mis à mon compte parce que mon patron me gonflait. Mais je suis toujours resté tel que je suis. Voilà, donc on a oublié ça dans l'entreprise. Donc on est devenu des poussins. Voilà. Bon, je sais que tout le monde a un crédit, un machin, un bidule. On a toujours peur de perdre son emploi, mais on se fait virer quand même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut remettre la lutte des classes, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, hein, au sein de l'entreprise. Et la place des... Ça va, Isabelle? Je vais juste vous raconter une anecdote, parce que j'aime bien empêcher de tourner en rond, mais la place des syndicats dans l'entreprise, moi j'habite une petite ville dans l'Orne qui s'appelle La Ferté-Massé, on est 6000 habitants, et on a une section CGT, donc moi, j'étais à la CGT parce qu'ils m'ont énervé, je suis partie. Mais à ce moment-là, j'étais encore à la CGT et on a notre, je sais pas quoi, départemental qui vient nous voir à une réunion un soir et qui, donc, chez nous, il y a un abattoir de volailles, il y a 2 ou 3 entreprises industrielles où les gens sont particulièrement maltraités. Et donc, forcément, c'est ces salariés-là qu'on retrouve dans le syndicat. Et on a le mec là qui vient, au niveau départemental, qui vient nous faire un grand discours sur la disparition des services publics en zone rurale. Donc nous, on est bien placés pour savoir de quoi ça parle. Et il nous explique, la poste, machin, vous vous rendez compte, on ferme les bureaux dans les petites communes, et on vous oblige à aller là-bas et tout. Bon, au bout d'un moment, on lui dit, ça va, on est au courant, on va peut-être passer à un sujet plus sérieux. Pourquoi t'es venu nous voir? Pour nous faire un cours sur la poste. Et là, il nous explique, voilà, on a pris des grandes décisions au niveau de la CGT, on a des baisses financières, on va pas bien. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de regrouper les sections. Donc, La Ferté-Massé, maintenant, on va vous regrouper avec Flers. En Flers, c'est 25 km. Et voilà, on va faire disparaître le groupe local de La Ferté-Massé, et puis on va vous envoyer à Flers, en fait, voilà, c'était ça. Et je sentais bien que les personnes qui étaient là autour de la table à l'écouter, il y avait un truc qui allait pas, mais elles n'arrivaient pas à l'exprimer. Donc il y avait un copain qui était là, Albert, qui dit « Ouais, mais tu te rends compte, enfin, les gars, ils bossent en usine toute la journée. Si le soir, il faut prendre la voiture pour aller à Flers, plus personne va se mobiliser, c'est pas possible. La fatigue, le coût, hein, parce que même si on fait du covoiturage, il n'empêche que ça reste un coût, tout ça. Les voitures qu'on a, elles vont pas forcément supporter de faire beaucoup de voyages. » Ah voilà, ils étaient là-dedans, et puis voilà, ouais, j'attendais que tout le monde s'exprime, et puis à un moment, je voyais bien, et il y a notamment 3 jeunes femmes là, qui étaient là, qui disaient, mais il y a un truc, quoi. Et donc je finis par lui dire, attends, t'es sympa la CGT, là, mais en fait, t'es en train de nous faire le coup de la poste, tu vois. Tu vas nous fermer notre petite agence locale, et tu nous envoies dans l'agence plus grande là-bas. Alors si tu veux, tu retournes là-bas à Paris, puis tu leur dis que ça marchera pas. Nous, à la CFR-TMAC, on a notre local, puis on va rester là, et on va avoir les mêmes exigences financières que d'habitude. Parce qu'en fait, on vous coûte que dalle, on fait tout bénévolement, on s'occupe de tout. Et après, bon, tout le monde, là, les filles, elles ont dit, ah ben voilà, c'était ça qui nous gênait, on savait bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Bon, en gros, il m'a quand même fait sentir qu'à chaque fois que j'assistais à une réunion, je le faisais chier dans le temps que je parte. Mais je me suis dit, c'est grave, quoi. Si on en arrive là dans le syndicat, qu'on n'est même plus capable de se poser la question, c'est même plus la peine de venir dire aux salariés qu'on va les aider, quoi. Et j'en veux pas aux gars. On se frite régulièrement, mais en fait, on est content de se voir. Mais je pense que quand je parle de formatage, de discours, de modèles qu'on nous impose, même ça, la télé arrive à nous le faire, c'est qu'on arrive dans cette logique que pour faire des économies, il faut supprimer, et tout le monde est en train d'acquérir complètement cette culture-là. Et c'est très très difficile de lutter contre ça.
crois que j'avais oublié de préciser, mais vous l'avez compris, que c'est une soirée, débat où on parle tous très cash. Moi, je sais pas parler autrement. Nous, vous. C'est ça la liberté d'expression et ça tombe vraiment très bien. Donc ne soyez pas surpris. Pour le monsieur de l'XP, moi je me suis très fâchée un jour contre votre entreprise parce que dans la même assemblée plénière, dans la même commission permanente à la région a dû verser quelques millions d'euros à votre entreprise et moi j'ai dû vouloir faire passer des dossiers pour 100 ou 200 000 euros pour l'économie sociale et solidaire. Et pour vous c'est passé, mais alors même pas eu une question. Et moi quand je suis arrivée avec mes petites associations d'économie sociale et solidaire, mais ils m'ont fait chier quoi, hein, c'était clair. Mais vous êtes sûr que ça sert à quelque chose, mais vous allez aller vérifier qu'ils utilisent bien l'argent et tout. Et ça m'avait vraiment énervé. Donc je garde un souvenir de l'entreprise. Je préside le MEDEF, donc voilà. les tentaculaires au niveau influence, donc on fait pas le poids avec eux. Voilà, mais franchement, moi, c'est pour ça que j'ai jamais oublié le nom de votre entreprise, parce que qu'est-ce qui m'ont énervé ce jour-là. Je crois que c'est une soirée où on peut récupérer, enfin pas rendre des comptes, mais revenir sur des vieux dossiers. Non, mais quand je dis que je luttais contre la majorité, en fait, c'était ça, ils étaient là. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans les dossiers la grande question de la proximité? Excusez-moi, d'abord, il faut respecter le tour de parole. Donc... Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas encore parlé, c'est pour ça. Donc le micro est devant. Alors je me présente pour situer un peu de quoi je vais parler. Je m'appelle Jacques, je suis citoyen et je suis paysan. Et alors je n'ai rien contre les ouvriers, j'ai entendu beaucoup parler des problématiques de la poste, des problématiques salariales. Il y a aussi un énorme génocide qui se fait dans le milieu agricole qui est beaucoup plus silencieux parce qu'il est diffus. Il ne faut pas l'oublier, je pense qu'Isabelle ne l'oublie vraiment pas quand elle parle dans la circonscription, qui est quand même assez rurale. Alors c'est pas pour minimiser ce qui se passe au parc, bien au contraire. Je veux dire qu'on est vraiment dans un malaise général. Ici, on a aussi une grande entreprise qui s'appelle Lactalis, Beignet aussi. On dit qu'il n'y a pas de tissu industriel. J'ai entendu, je sais plus tout à l'heure, je crois que c'est Isabelle dire qu'on n'a pas de gros tissu industriel. Je crois qu'on en a quand même au niveau agricole. On a une grande plaie qui s'appelle Beignet, aussi, une multinationale, un milliardaire, tout ce qu'on veut. Bon, après, je ne sais plus où je veux l'aboutir, je suis désolé, je suis un peu comme ça. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, on entendait parler de macroéconomie, mais je crois que maintenant on est vraiment parti dans la macroéconomie. C'est un peu la même chose, mais je crois qu'on va le payer cher. Alors après, apparemment, je n'ai pas encore entendu quel était le ministre de l'Agriculture, mais si j'ai bien compris, c'est certainement un Breton, ancien FDSEA, non, c'est quelque chose comme ça, qui est mis au ministère de l'Agriculture. Jacques Mézard. Jacques, voilà, merci. Je fais un déni de gouvernement en ce moment. Voilà. Mais proche de la FDSEA. Voilà. Donc on avait déjà la FDSEA dans les chambres d'agriculture, on avait déjà la FDSEA au conseil régional, maintenant on a la FDSEA directement au gouvernement, ce qui est nettement plus facile d'ailleurs. Comment ? Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Ça fait très longtemps qu'ils sont là, mais pas représentés souvent officiellement. Enfin, c'est déjà arrivé une fois, mais pas à ce point. Voilà, ça se marque de plus en plus. Mais je pense. Roger, artisan, ouvrier, EI, PCF, pour ceux qui le savent. Voilà, dans le disait aujourd'hui, je répondais un peu au monsieur, voilà, et vous avez oublié la lutte des classes. Voilà. Personne ne descend dans la rue, et on est viré quand même. On ne se parle plus dans l'entreprise. Moi, je quittais l'entreprise il y a 15 ans. Je me suis mis à mon compte parce que mon patron me gonflait. Mais je suis toujours resté tel que je suis. Voilà, donc on a oublié ça dans l'entreprise. Donc on est devenu des poussins. Voilà. Bon, je sais que tout le monde a un crédit, un machin, un bidule. On a toujours peur de perdre son emploi, mais on se fait virer quand même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut remettre la lutte des classes, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, au sein de l'entreprise. Voilà. Et la place des... Ça va, Isabelle? Je vais juste vous raconter une anecdote, parce que j'aime bien empêcher de tourner en rond, mais la place des syndicats dans l'entreprise, moi j'habite une petite ville dans l'Orne qui s'appelle La Ferté-Massé, on est 6000 habitants, et on a une section CGT, donc
j'étais à la CGT, parce qu'ils m'ont énervé, je suis partie. Mais à ce moment-là, j'étais encore à la CGT, et on a notre, je sais pas quoi, départemental qui vient nous voir à une réunion un soir, et qui, donc, chez nous, il y a un abattoir de volailles, il y a 2 ou 3 entreprises industrielles où les gens sont particulièrement maltraités. Et donc, forcément, c'est ces salariés-là qu'on retrouve dans le syndicat. Et on a le mec là qui vient, au niveau départemental, qui vient nous faire un grand discours sur la disparition des services publics en zone rurale. Donc, nous, on est bien placés pour savoir de quoi ça parle, et il nous explique la poste, machin, vous vous rendez compte, on ferme les bureaux dans les petites communes, et on vous oblige à aller là-bas et tout. Bon, au bout d'un moment, on lui dit ça va, on est au courant, on va peut-être passer à un sujet plus sérieux, pourquoi t'es venu nous voir pour nous faire un cours sur la poste? Et là, il nous explique, voilà, on a pris des grandes décisions au niveau de la CGT, on a des baisses financières, on va pas bien, donc ce qu'on a décidé, c'est de regrouper les sections, donc la Ferté-Macé, maintenant, on va vous regrouper avec Flers. En Flers, c'est 25 km. Et voilà, on va faire disparaître le groupe local de la Ferté-Macé, et puis on va vous envoyer à Flers, en fait, voilà, c'était ça. Et je sentais bien les personnes qui étaient là autour de la table à l'écouter, il y avait un truc qui allait pas, mais elles n'arrivaient pas à l'exprimer. Donc il y avait un copain qui était là, Albert, qui dit « Ouais, mais tu te rends compte, enfin, les gars, ils bossent en usine toute la journée, si le soir, il faut prendre la voiture pour aller à Flers, plus personne va se mobiliser, c'est pas possible. » La fatigue, le coût, hein, parce que même si on fait du covoiturage, il n'empêche que ça reste un coût, tout ça, les voitures qu'on a, elles vont pas forcément supporter de faire beaucoup de voyages. Ah voilà, ils étaient là-dedans, et puis voilà, ouais, j'attendais que tout le monde s'exprime, et puis à un moment, je voyais bien, et il y a notamment 3 jeunes femmes là, qui étaient là, qui disaient, mais il y a un truc, quoi, et donc je finis par lui dire, attends, t'es sympa la CGT là, mais en fait t'es en train de nous faire le coup de la poste, tu vois. Tu vas nous fermer notre petite agence locale et tu nous envoies dans l'agence plus grande là-bas. Alors si tu veux, bah, tu retournes là-bas à Paris, puis tu leur dis que ça marchera pas. Nous à la CFR-TMAC, on a notre local, puis on va rester là et on va avoir les mêmes exigences financières que d'habitude. Parce qu'en fait on vous coûte que dalle, on fait tout bénévolement, on s'occupe de tout. Et après, bon, tout le monde, là, les filles, elles ont dit, ah ben voilà, c'était ça qui nous gênait, on savait bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Bon, en gros, il m'a quand même fait sentir qu'à chaque fois que j'assistais à une réunion, je le faisais chier en disant que je parte. Mais je me suis dit, ah, c'est grave, quoi. Si on en arrive là dans le syndicat, qu'on n'est même plus capable de se poser la question, c'est même plus la peine de venir dire aux salariés qu'on va les aider, quoi. Et j'en veux pas aux gars. On se frite régulièrement, mais en fait, on est content de se voir. Mais je pense que quand je parle de formatage, de discours, de modèles qu'on nous impose, même ça, la télé arrive à nous faire, c'est qu'on arrive dans cette logique que pour faire des économies, il faut supprimer, et tout le monde est en train d'acquérir complètement cette culture-là. Et c'est très très difficile de lutter contre ça. Je crois que j'avais oublié de préciser, mais vous l'avez compris, que c'est une soirée, débat où on parle tous très cash. Moi, je sais pas parler autrement. Nous, vous. C'est ça la liberté d'expression, et ça tombe vraiment très bien. Donc ne soyez pas surpris. Pour le monsieur d'Amixp, moi je me suis très fâchée un jour contre votre entreprise parce que dans la même assemblée plénière, dans la même commission permanente à la région a dû verser quelques millions d'euros à votre entreprise, et moi j'ai dû vouloir faire passer des dossiers pour 100 ou 200 000 euros pour l'économie sociale et solidaire, et pour vous c'est passé, mais alors même pas eu une question. Et moi quand je suis arrivée avec mes petites associations d'économie sociale et solidaire, mais ils m'ont fait chier, quoi, hein, c'était clair, mais vous êtes sûr que ça sert à quelque chose, mais vous allez aller vérifier qu'ils utilisent bien l'argent et tout, et ça m'avait vraiment énervé, donc je garde un souvenir de votre entreprise. Le MEDEF, donc voilà. est tentaculaire au niveau influence, donc on ne fait pas le poids avec eux. Voilà, mais franchement, moi, c'est pour ça que j'ai jamais oublié le nom de votre entreprise, parce que qu'est-ce qui m'ont énervé ce jour-là. Je crois que c'est une soirée où on peut récupérer, enfin pas rendre des comptes, mais revenir sur des vieux dossiers. Non, mais c'est, quand je dis que je luttais contre la majorité, en fait, c'était ça, ils étaient là. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans les dossiers la grande question de la proximité? Excusez-moi, d'abord, il faut respecter le tour de parole. Donc... Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas encore parlé, c'est pour ça. Donc le micro est devant. Alors je me présente pour situer un peu de quoi je vais parler. Je m'appelle Jacques, je suis citoyen et je suis paysan. Et alors je n'ai rien contre les ouvriers, j'ai entendu beaucoup parler des problématiques de la poste, des problématiques salariales. Il y a aussi un énorme génocide qui se fait dans le milieu agricole qui est beaucoup plus silencieux parce qu'il est diffus. Il ne faut pas l'oublier, je pense qu'Isabelle ne l'oublie vraiment pas quand elle parle dans la circonscription, qui est quand même assez
assez rural. Alors c'est pas pour minimiser ce qui se passe au parc, bien au contraire. Je veux dire qu'on est vraiment dans un malaise général. Ici, on a aussi une grande entreprise qui s'appelle Lactalis, hein, Beignet aussi. On dit qu'il n'y a pas de tissu industriel. J'ai entendu, je sais plus tout à l'heure, je crois que c'est Isabelle dire qu'on n'a pas de gros tissu industriel. Je crois qu'on en a quand même au niveau agricole. On a une grande plaie qui s'appelle Beignet, hein, là, hein, aussi, hein, une multinationale, un milliardaire, hein, tout ce qu'on veut. Bon, après, je sais plus, je vais l'aboutir, je suis désolé, je suis un peu comme ça. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, on entendait parler de macroéconomie, mais je crois que maintenant, on est vraiment parti dans la macroéconomie. C'est un peu la même chose, mais je crois qu'on va le payer cher. Alors après, apparemment, je n'ai pas encore entendu quel était le ministre de l'Agriculture, mais si j'ai bien compris, c'est certainement un Breton, ancien FDSEA, non, c'est quelque chose comme ça, qui est mis au ministère de l'Agriculture. Jacques Mézard. Jacques, voilà, merci. Je fais un déni de gouvernement en ce moment. Voilà. Mais proche de la FDSEA. Voilà. Donc on avait déjà la FDSEA dans les chambres d'agriculture, on avait déjà la FDSEA au conseil régional, maintenant on a la FDSEA directement au gouvernement, ce qui est nettement plus facile d'ailleurs. Hein. Comment ? Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Ça fait très longtemps qu'ils sont là, mais pas représentés souvent officiellement. Enfin, c'est déjà arrivé une fois, mais pas à ce point. Voilà, ça se marque de plus en plus. Mais je pense que c'est vraiment une problématique globale qu'on a au niveau de la société. Et j'ai l'impression que j'aime le film de François Ruffin, il n'y a pas de problème. Mais je suis vraiment malheureux de voir des salariés qui font du boulot pour avoir du fric. Point barre. C'est pas la reproche envers les salariés, c'est qu'on est dans une société où le travail ne devient même plus intéressant. On le fait juste pour vivre. Et ça, je trouve que c'est la pire des problématiques qu'on puisse avoir. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit à la poste, que ce soit partout. Et je me disais que le salaire universel, qui a déjà été discuté, entre autres par Isabelle, me paraît une solution beaucoup plus intéressante que tout ce qu'on essaye de faire dans les combats actuels, localisés, on va dire sectorialisés. C'est que chacun défend son petit truc, l'agriculture se bat pour sa petite niche, la poste, quelque part, se bat pour sa niche, et ça devient un peu décourageant, je trouve, voilà, de ne pas avoir un projet vraiment global, où tout le monde parle pour tout le monde. On ne parle pas pour la poste, je ne parle pas pour l'agriculture, c'est pour ça que je dis, je m'appelle Jacques, je suis citoyen, il se trouve que je suis paysan. Alors après, j'étais un peu gêné, je ne sais plus le prénom ou la personne, voilà, d'entendre dire que d'appeler les gens par leur métier. Personnellement, ça me choque quelque part de les nommer par leur profession. Vu dans l'état de la société où on est actuellement, une profession ne reflète même plus l'envie de la personne. Ce n'est plus rien, je trouve, quelque part. C'est un gagne-pain, c'est tout. Il y a des sondages qui sont sortis, je crois que c'est 60 à 80% des personnes qui estiment qu'ils font un boulot, pas de merde, mais pas si loin. Donc c'est vraiment une problématique générale. Alors je ne sais pas comment on peut répondre à cette question, mais moi j'ai pas envie qu'on y réponde que par des biais d'une entreprise, d'une difficulté ponctuelle. Voilà, je ne sais pas si je suis clair ou pas dans ma demande. Je vais m'asseoir à côté de mes collègues, parce qu'on est tous crevés, et puis on va peut-être pas non plus monopoliser toute la nuit le cinéma d'Isigny et son anti-projectionniste, mais si on va se donner encore combien de temps Estelle, Sarah, on a un quart d'heure, un petit quart d'heure, ça sera bien. Je voulais juste, avant de passer le micro à Sylvie et à François, pour s'exprimer plus longuement sur cette problématique-là, globale, et je pense que de façon extrêmement générale, on a besoin de faire une activité, quelle qu'elle soit, qui ait du sens. Et ce que disait le sondage avec plus de la moitié des Français qui considèrent qu'ils font un boulot de merde, c'était ça, ce sondage dont tu parles, ça devrait nous interpeller quand même profondément. Est-ce que, effectivement, que ce soit pour un lave-linge, un sèche-linge, ou pour de la lingerie, ou pour n'importe quoi, ou pour travailler dans un groupe La Poste, ou pour faire des composants de téléphone portable, c'est est-ce que ce que je fais a du sens ou pas? Est-ce que il y a aussi la notion d'utilité, c'est-à-dire que, on va dire, est-ce que ce que je fais est utile pour moi, pour les autres, pour la société en général? C'est toutes ces questions-là qu'on va poser. Et aujourd'hui, je pense qu'on est face à des industriels ou des politiques ou des ministres ou un président de la République qui, à mon sens, en a rien à battre de savoir si ce que vous faites, si ce que nous faisons a du sens à partir du moment où ça alimente
la finance, et, les gros capitaux, les actionnaires, avec leurs dividendes. Et ça, c'est une vraie question. Jacques, c'est exactement ce que tu disais, parce qu'il faut voir global. Nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on représente dans cette société, pas juste, évidemment, avec les œillères d'une entreprise, bien évidemment, mais c'est ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de construire, qu'on soit en zone rurale ou pas, qu'on soit dans une métropole ou pas. Et ce que défend Sylvie aussi, et la sœur de François, si j'ai bien compris, c'est que à travers d'autres exemples d'entreprises, on se bat pour redonner du sens. Et pour aimer ce qu'on fait. Et pour faire baisser ces statistiques de boulot de merde. Et c'est à ça qu'on reconnaîtra si une société est bienveillante, si elle est bien portante ou pas. Ou est-ce qu'on attend d'être à 90% de personnes qui considèrent qu'ils font un boulot de merde? C'est aussi un choix. Et d'un point de vue sociétal, c'est nous tous qui devons prendre nos responsabilités sur qu'est-ce qu'on veut comme modèle, pour nous et pour les générations qui viennent. Moi, je pense, pour prendre la suite de ce que dit Isabelle, cette notion de sens dans le travail, je pense que quand les gens parlent qu'ils ont un boulot de merde, c'est plutôt les conditions dans lesquelles ils travaillent et le manque de reconnaissance face à leur travail qui leur fait dire que c'est un boulot de merde. Moi, j'ai 110 personnes à un coopératif, c'est tous des gens qui ont une expérience professionnelle derrière. Et ben, ceux qui bossaient à la chaîne, tout ça, ils disent « mais j'aimais bien, moi. Mais j'aimais bien. » Ça, on l'entend beaucoup. Mon boulot, je l'aimais. Mais alors, par contre, voilà, j'avais mon chef au-dessus qui me pourrissait la vie, qui me mettait une pression pas possible. Je devais lui demander l'autorisation pour les toilettes. C'était tout ça, c'est ça qu'on entend autour. Mais le travail que la personne faisait, elle l'aimait bien. Et puis, ben, petit à petit, on lui a bien pourri la vie. Et moi, je m'en fous, effectivement. Hein, je pense pas qu'on existe par son métier. Je dis seulement qu'il faut retrouver un point d'ancrage dans cette société. Et qu'on est une société où on est identifié par le fait qu'on travaille ou pas et quel métier on a. Donc, si on veut qu'une personne reprenne cet ancrage dans la société, il faut qu'elle reparte de quelque chose que tout le monde entend. Mais après, effectivement, le revenu universel, ça serait sûrement une solution pour permettre à chacun de pouvoir trouver un autre point d'ancrage dans la société et se valoriser. La problématique agricole, je sais qu'elle sera bientôt évoquée là, au Moléliterie. Il y a une prochaine réunion, donc je me dis c'est pas ce soir qu'il faut qu'on aille beaucoup dessus. Mais moi, il y a un combat très fort à travers mon métier, c'est la lutte contre l'ubérisation du travail. Ça, j'y tiens beaucoup. Et quand on parle de l'ubérisation, quand on parle des conditions de travail chez des gens chez Uber, je pense que les agriculteurs sont dans la même situation. On est typiquement dans des gens... Alors, il n'y a pas pire esclavagiste que soi-même, pour soi-même. À partir du moment où on est à la tête d'une activité, qu'on doit produire quelque chose, qu'on doit réussir, donc on est chef d'entreprise, au sens très large du terme, on est capable de s'imposer des rythmes d'enfer, on est capable de s'imposer des privations à n'en pas finir, on s'esclavagise complètement et on attend de craquer pour reconnaître qu'on s'est esclavagisé. Et je pense que les gens qui ont terriblement souffert de travailler pour Uber et qui souffrent encore sont là-dedans, se sont imposés des investissements, des trucs, des machins, enfin, ils se sont pourris la vie et ils travaillent. Ils payent pour travailler, hein, c'est clair. Mais franchement, je pense qu'on peut vraiment faire une similitude avec ce qui se passe dans l'agriculture aussi. C'est pas la même échelle, c'est pas le même métier, mais à un moment, et puis la différence entre l'agriculteur et le chauffeur d'Uber, c'est qu'en plus l'agriculteur, il y a une passion derrière pour ce qu'il a mis en place. Il y a une passion pour sa terre, il y a une passion pour ses productions, il y a une passion pour ses animaux, et ça, c'est quelque chose qui est très très compliqué d'admettre que c'est ça qui nous fait souffrir en plus. Donc, je veux dire, on ne peut pas comparer point par point, mais dans la démarche, je pense que tout le monde est dans cette logique-là. Et on est des personnes, dans le secteur agricole, la 3e scope que j'ai montée, c'est dans le secteur agricole, je conçois énormément, et quand j'entends les choses, je me dis, mais les gars, ils sont en train de se mettre la pression eux-mêmes. Et je veux dire, je ne sais pas s'ils ont le choix, hein, mais on est là-dedans, quoi. On est complètement là-dedans. Et le problème, c'est que tout le monde trouve ça normal. Et parce que ça fait partie de notre culture. C'est vraiment on revient toujours au même point, c'est on a acquis une culture qu'on n'arrive pas à dépasser. Et donc tout le monde dit, humainement, c'est grave ce qui se passe dans le secteur agricole, mais il n'y a pas de solution, parce qu'en agriculture, il y a des investissements lourds, mais si, il y a d'autres solutions. Alors moi, je veux bien que le secteur agricole me dise, sans l'Europe, on ne serait rien. Ben, moi, je me dis, peut-être que si l'Europe avait eu une autre approche de l'agriculture, on ne serait pas là. Ça ne veut pas dire que l'Europe n'aiderait pas, mais je pense que l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui, elle a été tellement favorisée par cette Europe-là,
qu'il faut, dans le fait de travailler sur quelle Europe on veut, je pense que c'est quelle agriculture européenne on veut aussi derrière. Et c'est là. Moi, j'ai juste monsieur, après c'est François qui vous répondra aussi. Oui, si vous voulez. 2 minutes. Je repensais à propos d'économie solidaire à la question des territoires et de la proximité. Je crois qu'on a perdu des batailles ces dernières années. On a eu à faire face à des rouleaux compresseurs. Je veux dire, la disparition d'une classe, c'est dramatique. La fermeture d'une maternité ou même d'un hôpital, je l'ai vécu ailleurs, on s'est beaucoup battu, mais c'est dramatique. Ça met du monde sur les routes. Tous ces services qu'on a vus disparaître, tous ces éloignements qui se font petit à petit, et je ne parle pas des centres-villes, il y a des tas de gens qui se réinterrogent comment on va faire avec nos centres-villes, ce que ça devient. Ou dans le domaine agricole, comment on fait pour réinstaller, etc. Tout ça me paraît des bons sujets politiques, évidemment, mais de travail, de proximité. Il faudra bien revenir sur certaines choses si on veut rebâtir une société humaine. Et je ne parle pas du travail, quand on voit ce que c'est que les gens qui sont obligés tous les jours de prendre leur voiture pour aller bosser, les transports en commun, bon, laissons les grandes villes de côté, c'est autre chose, mais de prendre leur voiture pour aller passer une visite, pour aller chez le dentiste, etc., etc. Là, il y a du travail à refaire, me semble-t-il. Et la question, elle est partout. Et là, il y a peut-être un rôle des élus de proximité avec nous, bien sûr, parce que la question de la proximité, c'est le bien des gens eux-mêmes, il faut qu'ils s'en occupent. C'est par là qu'il va falloir s'y reprendre. Et peut-être. Peut-être. Non, mais ce qui m'intéressait aussi, François, c'est de voir comment toi, ce que tu entends sur le terrain en Picardie, parce que tu n'as pas que des entreprises comme Whirlpool, tu as aussi du rural aussi, des zones rurales, tu as peut-être une certaine désertification. En tout cas, qu'est-ce que te disent, pas que les salariés, mais sur comment ils vivent leur travail, comment ça se passe pour eux, psychologiquement parlant, qu'est-ce qu'ils attendent des politiques, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, qu'est-ce qu'ils attendent de toi si tu es élu aussi, pour empêcher que ça prolifère, pour donner du sens à ce qu'ils font. Il y a tout ça aussi que j'aimerais bien savoir. Moi, je sais ce qu'on me pose comme question ici et sur quoi les gens ont envie que je me batte à l'Assemblée. Et toi, on te dit quoi? Je ne pense pas que la Picardie soit en situation d'extraterritorialité par rapport à la Normandie. Donc, entre les betteraves à sucre et les camemberts, ça devrait pouvoir aller, quoi. Non, mais moi, c'est ce qu'on me dit. Moi, c'est plus qu'est-ce que je porte que ce que les gens, ils attendent rien de nous. Ils attendent. Enfin, moi, je peux vous dire que ils attendent plus rien. Déjà de la présidentielle, ils attendent pas grand-chose. Mais alors, franchement, un député, ils en attendent pas grand-chose non plus. Enfin, tu vois. Oui, non, mais je veux dire, c'est à nous de rendre. Peut-être que ici, vous en attendez davantage parce que vous avez Isabelle Attard en face. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a une résignation, il y a un désarroi, il y a une distance par rapport à la politique qui fait que c'est plus ce que nous on a y apporté enfin voilà, donc moi ce que je dis c'est que j'apporte un tempérament. Enfin moi je suis là pour apporter aux gens du combat. Tout à l'heure, bon, il y a eu des citations sur le CICE. Bon, il est évident qu'il faut dénoncer le CICE. Le CICE c'est 22 milliards d'euros par an, donc c'est 200 000 euros par emploi créé ou sauvé. Donc 20 000 euros par mois par emploi créé. Vous voyez, on est dans une espèce de délire, et la proposition de Macron, c'est d'aller plus loin dans une direction. C'est comme les médecins de Molière. Vous saignez, ça suffit pas, ça marche pas, il faut saigner encore, ça marche toujours pas. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez saigner encore plus, et puis on verra bien si ça marchera. Bon, donc voilà, je veux dire, il faut rendre l'aberration de tout ça, il faut le rendre aux gens, et surtout, moi ce que je vois, c'est que je fais des tas de labos. Nous, c'est-à-dire des trucs où on réunit une vingtaine de personnes, et puis ils parlent des collectivités, ça va pas. Il parle des associations, ça va pas. On parle de l'hôpital, ça va pas. Bon, à un moment, c'est bien gentil tout ça, mais c'est comment on fait pour ouvrir un chemin d'espérance, et pour, même si c'est juste une brèche, moi je dis qu'il faut qu'il y ait une lumière qui s'allume dans le tunnel, et qu'une fois que la lumière, même si c'est une petite lumière dans un tunnel, tout le monde court vers la lumière. Donc voilà, c'est ça la question. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire concrètement avec les salariés de Whirlpool. C'est-à-dire, j'arrive, ambiance mortifère. Je veux dire, les mecs, ils se prennent quand même une délégation doigt dans la tronche.
qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans l'usine pour continuer à travailler. C'est-à-dire qu'en eux, ça pleure. En eux, ça pleure, et d'ailleurs, ils se disputent entre eux. C'est des dépressions en série, ils quittent le boulot et tout ça. Mais la réaction collective, zéro. Comment on fait? Il ne s'agit pas d'aller leur dire grève générale hein, quand c'est comme ça. C'est comment on fait pour monter patiemment le niveau de la lutte. Donc ils font des manifs, il n'y a personne et tout ça. Bon bah moi je projette mon film, je provoque une discussion derrière, il n'y a que 40-50 présents, mais c'est pas si vous êtes si dans une locomotive vous avez 40-50 personnes qui sont présentes, ça peut traîner pas mal de wagons. Ensuite on fait 2 heures de grève sur le parking de l'usine pour provoquer une première assemblée générale où les gens se parlent, parce que c'est important. Je pense que la parole est déjà... on est supposé devenir des représentants, et je pense qu'il y a un déficit aujourd'hui, les gens ne se sentent pas représentés. Et c'est déjà une souffrance en soi. Moi, quand j'étais jeune, que j'étais adolescent et que je portais en moi beaucoup de colère et beaucoup de révolte, j'avais le sentiment qu'elle était vide dans l'espace public. Et que du coup, j'en souffrais. Et quand j'ai vu Serge Halimi qui s'était mis à critiquer les médias dans une émission de télévision, donc maintenant directeur du Monde diplomatique, ça avait été comme moi, pour moi, comme une bouffée d'oxygène. Parce que ça durait 3 minutes, mais je me suis senti représenté. Quand David Pujada s'est fait rembarrer par Xavier Mathieu, le leader des Continentales, au moment où ils investissent la sous-préfecture de Compiègne, c'est pareil. Moi, je prends une bouffée d'oxygène, ça me fait du bien. Et il me semble que ce que j'ai apporté lors de la cérémonie des Césars, en interpellant sur le cas de l'usine Whirlpool, les gens de l'usine Whirlpool l'ont ressenti, et pas que de l'usine Whirlpool, de Dunlop, et on va parler encore cet après-midi, et puis des caissières et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils se sont pris une bouffée d'oxygène, parce qu'ils se sont sentis représentés. Et en soi, ne serait-ce que ça, se sentir représenté, qu'on est capable, il y a la possibilité de transmettre une parole. Moi je dis, si jamais je suis élu, moi je suis reporter, je sais faire du reportage. Et moi je continue à faire ma campagne en tant que reporter, et je serai un élu reporter. Ça veut dire que je prendrai les paroles d'en bas et j'irai les monter en haut. Ça veut dire que je ferai l'inverse, je serai un infiltré en haut. Je verrai ce qui se passe en haut et j'irai le redescendre vers en bas. Vous voyez, d'ailleurs, je vous promets que si jamais je suis élu, je fais un film à sortir 1 an avant la prochaine élection présidentielle qui s'appelle Merci Macron, parce qu'il ne faut pas que ce naufrage se produise une 2e fois, quoi. Donc voilà. Mais voilà, donc alors voilà, avec l'usine légale, l'usine Whirlpool, on a levé le niveau des luttes petit à petit, et ce qui est intéressant. Moi, j'entendais des réactions tout à l'heure, en gros, qui revenaient à « on n'est pas en démocratie ». Moi, c'est une réflexion que je ne supporte pas, parce que la démocratie, ça n'existe pas en soi, ça se fait exister. Et tous les jours, on peut prendre des choix qui font qu'on laisse la démocratie et les libertés s'éroder comme la mer érode une falaise, où tous les jours, on peut au contraire étendre le champ de la démocratie, étendre le champ de nos libertés. Et ce que j'ai vu concrètement avec les salariés de Whirlpool, c'est qu'ils ont étendu le champ de leur liberté. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils rentraient dans l'usine, ils baissaient la tête, il y avait les chefs et puis tout ça. Et puis à la fin, non seulement ils occupaient le parking de l'usine, c'était complètement illégal puisqu'ils bloquaient l'entrée des camions, mais ensuite ils sont allés chercher ils investissaient l'usine et ils rentraient chercher le directeur et le sortaient de son bureau. Donc à la fin, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Eh ben, ils ont gagné une plus grosse enveloppe. Bon, c'est déjà pas négligeable quand on va avoir à vivre des années difficiles. Mais par ailleurs, ils ont gagné la possibilité de se regarder droit dans une glace, parce que pendant tout le temps où ils rentraient en courbant l'échine, ils avaient honte d'eux-mêmes. Et là, maintenant, ils peuvent se regarder en disant, voilà, au moins on s'est redressé pendant 15 jours. Donc voilà, ils ont gagné, qu'ils ont eu le sentiment pendant 15 jours d'étendre le champ de leur liberté. Elle ne va pas s'éteindre pendant l'année à venir, puisqu'il leur reste une année à tirer à l'intérieur de la boîte. J'espère qu'il en restera du bonheur aussi, parce qu'il y a eu des pleurs sur le parking, mais il y a eu aussi des moments où les gens, ils avaient un sentiment d'émancipation. Moi, on me demandait ce qu'était un mandat révocable. On me demandait comment se crée l'argent. Enfin voilà, un certain nombre de questions comme ça. Et puis qu'est-ce que ça serait mon programme en matière de protectionnisme? Enfin voilà, donc c'est recréer un espace de parole. Et voilà, moi je dis, je suis entré sur la lutte des Whirlpools, j'avais un sentiment mortifère, et à la fin, il y avait de l'envie et de la vie. Et c'est pas rien ce passage à ça, ça veut pas dire que derrière ça sera pas dur pour eux. Mais voilà, et moi ce que je souhaite faire avec les auxiliaires de vie sociale, avec les assistantes maternelles, avec les animateurs du périscolaire, avec les caissières de mon coin, c'est apporter la même chose. C'est que face à cette résignation qui est là, que je sens, moi je dis mon adversaire c'est la finance, c'est toujours la finance, mon discours il change pas là-dessus, mais c'est surtout l'indifférence. Parce qu'on est comme enlisé dans un géant aquabond autour de nous, dans une puissante résignation, et c'est ça notre principal adversaire aujourd'hui. Et moi, ce que je souhaite apporter aux gens de mon coin, c'est une tentative de les sortir
de la résignation. Donc, je discutais avec les Goudieurs là, qui se prennent le 4-8, c'est juste la rencontre de cet après-midi. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, peut-être qu'en tant que député, je sais pas, je demande d'ailleurs, est-ce qu'en tant que député, on peut rentrer dans une boîte? Non. On peut pas. Bon, c'est embêtant. Mais je pense que si. Bon, j'essaierai quand même. J'essaierai quand même. Mais je pense que si jamais on a l'écharpe tricolore et qu'on propose aux salariés une rencontre publique pour discuter de leurs conditions de travail, vous risquez, si je le fais aujourd'hui, j'ai 10 personnes qui viennent. Si jamais je le fais demain avec une écharpe tricolore, j'en ai 100, j'en ai 150, parce qu'il y a une légitimité qui est apportée. Si je donne des conseils sur la manière dont on pourrait organiser la lutte, s'il y a lutte à mener contre le nouveau plan qui devrait se préparer chez Dunlop, ben, j'ai une légitimité qui m'est bien supérieure pour mener la lutte et pour aussi la mener au niveau de l'Assemblée nationale. Enfin voilà, mais il y a une légitimité qui est apportée pour, je le redis, moi, mon adversaire, c'est d'abord l'indifférence, c'est sortir les gens de la résignation. Et voilà, c'est du tempérament, quoi. Merci François, mais je crois que tu as bien retenu les bases et on va peut-être clôturer par ça. C'est ma formatrice pour le boulot de député, alors. Ouais, donc il y a le rôle d'infiltrer à l'Assemblée qui est important, savoir vous redire, vous expliquer ce qui se passe, de façon pas à vous plomber, parce que ça pourrait plomber, vous démoraliser à mort, de vous expliquer à quel point c'est bloqué, verrouillé, etc. Non, c'est pas juste pour vous dire ça et vous laisser en plan, c'est pour vous dire, il y a la possibilité, oui c'est comme ça, mais c'est possible d'améliorer notre modèle démocratique, notre régime parlementaire, c'est possible d'avoir un groupe qui se bouge, on peut peut-être pas rentrer comme ça dans les entreprises privées, on peut parfois rentrer avec une caméra cachée, on peut aussi interpeller les ministres, et toi, tu m'as invité à venir devant le ministère du Travail, et j'ai pu, effectivement, en tant que députée, en parler et interpeller directement Myriam El Khomri dans les questions au gouvernement. Et oui, ça la dérange qu'on l'interpelle directement sur sa loi travail inspirée par Macron et par l'Europe. Oui, ça la dérange. Et alors? Il y a des us et coutumes à l'Assemblée. On ne devrait pas parler trop fort, il ne faudrait pas trop déranger les ministres en place, il ne faudrait pas trop poser de questions en commission, il ne faudrait pas trop être insolent ou cynique. Je crois que si François est élu et que je suis réélu, nous oserons poser toutes les questions et on n'en aura rien à faire de les déranger, étant donné qu'on aura été élu pour ça. Parce qu'on n'est pas là pour être des députés dociles, obéissants, godillots, absentéistes et compagnie. On est là pour vous représenter, parce qu'il y a des combats à mener. On a un autre champ des possibles. François parlait des petites lumières au bout du couloir. Moi, j'aime bien parler des lucioles. Et en général, c'est mon suppléant qui est ici dans la salle, Guillaume Gastebois, que je demanderai de se lever, Guillaume, s'il te plaît. C'est important, parce qu'en général, c'est toi qui finis par la touche optimiste et positive. Si j'ai 5 minutes à la fin, j'aimerais bien dire quelque chose. Mais justement, j'aimerais bien que tu clôtures. Parce que si j'ai vraiment eu envie que ça soit Guillaume mon suppléant, c'est parce qu'entre autres, il ne se sentait pas légitime. Et que je voudrais que tous, collectivement, à un moment donné, on se sente légitime de se mêler de politique, que ça soit à Isigny, à l'Assemblée, à Flers, dans le Calvados, en Picardie, partout, on est légitime de se mêler de politique. Et si vous baissez les bras, que vous n'êtes jamais candidat, alors vous aurez toujours les mêmes qui seront en face de vous et qui seront réélus, parce qu'il n'y aura personne. L'éducation populaire, il crée avant tout du discours dans le peuple. Là, moi, j'entends beaucoup de sujets. Alors, on parle des scopes, on parle de ceci, on parle de cela, mais j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de sujets qui sont devenus tabous. Pourquoi Emmanuel, le petit Emmanuel, comment a-t-il pu s'emparer aussi facilement de la question européenne? Et bon Dieu, c'est une question qui appartient en propre à tout le monde. Comment a-t-il pu, avec une telle aisance, parler d'Europe en nous regardant de haut? Alors que nous sommes ici, j'ai la faiblesse de le croire, tous Européens. Il l'a fait parce que d'autres avaient soulevé cette question européenne. Regardez, il est allé voir Madame Merkel. Avec Madame Merkel, bon, je ne sais pas si c'est un bluff de Madame Merkel, mais probablement soufflé par son brillant ministre des Finances, on a parlé de l'éventuelle refonte des traités, comme par hasard. On peut penser que l'Allemagne a un petit peu eu chaud aussi sur ces élections françaises. Donc moi, j'attire votre attention sur, à gauche, la nécessité
d'élaborer un discours qui soit tout à fait différent de celui qu'on entend depuis 30 ans. Tout à l'heure, François, vous avez parlé d'indifférence. Il y a un livre qui vient d'être réédité d'Antonio Gramsci et qui s'intitule « Je hais l'indifférence ». Vous avez raison de parler d'indifférence, mais Gramsci aussi parlait de guerre de position et de guerre de mouvement. Je reviendrai sur ce que disait tout à l'heure le camarade derrière, communiste. Bonsoir, camarade. On ne parle plus de lutte des classes. Et on a à côté de ça des gens comme Guilly qui nous disent que les classes sont en train de disparaître. Ben, oui, elles disparaissent, les classes, mais en même temps, vous voyez bien que la position et les mouvements, la position est tenue aujourd'hui par des gens comme M. Macron, et puis le mouvement, ben, il se fait, parce que j'ai l'impression quand même qu'on est comme des abrutis qui regardons notre télé comme s'il s'agissait de poissons rouges, voilà, on se laisse ensorceler par la télévision. C'est trop facile de dire ça. Je renvoie, moi, à la fois le citoyen à ce qu'il est, je renvoie aussi le leader politique à ce qu'il est. À savoir qu'ensemble, ils doivent construire un discours. Tant qu'il n'y a pas de discours, vous le disiez aussi, François, on voit une lumière s'allumer. Il n'y a guère qu'un discours qui peut faire que cette lumière s'allume. Donc, de grâce, ne laissons pas les Macron et les autres s'emparer de sujets qui sont hautement importants. Ça a été un scandale presque de dire pendant 20 ans que pendant 15 ans que ce traité, c'était pas forcément ça. On parlait de démocratie tout à l'heure, mais Lordon le dit très bien. On a laissé se graver dans le marbre européen des questions qui participent de la délibération démocratique. On l'a bien fait, ça. Les Français, d'ailleurs, l'ont vu, sont pas si bêtes. En 2005, ils ont voté contre le traité. Il s'est transformé en traité de Lisbonne. Donc, de grâce, du discours, construire un discours, ça me paraît la chose la plus importante et la plus primordiale aujourd'hui, dans l'état où nous sommes, dans l'état où sont les esprits aujourd'hui. Voilà, merci. Je vais être le plus court de la soirée. Qu'est devenue la famille Clure, s'il vous plaît? Voilà, c'est tout. Merci. Troisième question, comme ça va prendre Et que la troisième soit aussi courte. Oui, moi, juste pour ajouter quelque chose, il me semble qu'il y a une partie de l'électorat, enfin une partie des travailleurs qui est laissée un petit peu de côté, qu'on parle quasiment jamais, c'est l'artisanat. En effet, les artisans, ils sont souvent tout seuls ou à 2, 3 ouvriers, et malgré ça, ça représente presque le principal employeur dans certaines régions. Donc, je pense que ça peut être un allié important dans des discussions face à la finance, justement, et face à la casse sociale. Et il serait peut-être intéressant d'essayer de s'approprier, enfin, de regrouper ce monde artisanal qui est un petit peu éparpillé dans toutes les tendances. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Donc, pour la famille Clure, tout va bien, comme ça on va faire une réponse courte. Non, le Serge, donc il travaille toujours chez Carrefour, restera à la retraite en septembre. Marie-Hélène Bollard, par ailleurs, part à la retraite, enfin vient de partir à la retraite, on l'a faite samedi, sa retraite. Jocelyne, dans la foulée, a trouvé un contrat précaire à la commune pour s'occuper des espaces verts. Et Jérémy a été embauché en CDI dans l'équivalent d'un bricot-dépôt du nord de la France. Donc voilà, quand on me remet le pied à l'étrier d'une personne dans la famille, il est possible que derrière, ça embraye pour d'autres personnes. Et enfin, de mon côté, dans ma campagne, je produis un certain nombre de tracts, c'est pour la question sur les artisans commerçants, je produis un certain nombre de tracts spécifiques sur les soignants et tout ça, et on a produit un tract sur les artisans commerçants. Le dernier numéro de Fakir est également consacré sous le titre Camarades patrons, puisque sont en effet à la fois les artisans notamment qui subissent le plus fort taux de stress, bien souvent. Ce que vous disiez sur l'ubérisation et la capacité d'auto-exploitation. Par ailleurs, moi je suis petit patron, puisque avec Fakir, il y a 5 salariés, donc voilà, donc je suis plus sensible à cette thématique. Donc pointant l'injustice fiscale, du fait que les multinationales aujourd'hui payent 8% grosso modo en moyenne d'impôt sur les sociétés, alors que les PME, TPE sont aux alentours de 25%, pointant aussi la cause réelle
de la première cause de faillite des artisans et des PME, qui sont les retards de paiement, à la fois des collectivités et des grandes entreprises. Donc voilà, il y a un certain nombre de thématiques comme ça. Et le CICE, je ne sais pas si vous le touchez. Vous touchez du CICE? Non. Vous avez des salariés ou pas? D'accord. Parce qu'il y a plein d'artisans commerçants qui ne savent même pas qu'ils peuvent toucher du CICE. Alors que les grosses boîtes, j'ai rempli le dossier avant même que la mesure soit entrée en... Il y a aussi un autre crédit juste en complément. On parle beaucoup du CICE, mais il y a un autre crédit au développement et la recherche. Oui, non, mais de toute façon, on va faire vite là-dessus. Enfin, et puis après, parce que moi, je veux rentrer aussi quand même. Le CICE, c'est 22 milliards par an. La totalité des aides aux entreprises aujourd'hui, c'est aux alentours de 110 milliards d'euros par an. Donc moi, mon discours là-dessus, en tant que patron, n'est pas de dire que je suis contre toutes les aides aux entreprises, mais par contre, il y a un truc qui s'appelle cibler, c'est-à-dire faire des choix. Là, qu'est-ce qu'on fait? On arrose tous azimuts, en espérant que ça pousse derrière. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça... Et donc, moi, je suis pour cibler d'abord sur les TPE-PME, je suis pour cibler sur les entreprises qui peuvent subir de la concurrence extérieure, à savoir qu'en dehors des entreprises semi-publiques type La Poste et la SNCF, ce qui reçoit le plus de CICE aujourd'hui, c'est Casino, Carrefour, Auchan, qui sont des grands groupes de distribution qui ne sont pas du tout mis en concurrence avec le Auchan allemand ou ainsi de suite. Donc, premièrement, TPE, PME. Deuxièmement, les entreprises qui sont réellement en concurrence à l'extérieur. Et troisièmement, quelles sont les filières sur lesquelles on veut investir. Non pas en arrosant tous azimuts, mais si on veut produire du panneau photovoltaïque par exemple, ou investir dans la filière bois, eh bien oui, on peut consacrer des milliards à investir fortement dans une filière pour créer une dynamique. Mais là aujourd'hui, on fait de l'arrosage tous azimuts, ça n'a absolument aucun sens. Sans contrôle. Oui, sans... Il y a un monsieur qui lève la main depuis tout à l'heure, alors qu'on avait dit stop, mais on va être super magnanime. Mais après, c'est vraiment fini, parce que le mot de la fin, ce sera Guillaume. Merci. Alors, c'est encore un autre Guillaume qui va prendre le mot juste avant la fin. Moi, je voulais juste... on était censé parler de relocalisation, en tout cas de localisation de l'économie sur notre territoire. Juste pour dire en deux mots qu'il y a une monnaie locale qui est en train de se créer dans le Bessin, qui est l'une des plus grandes... Enfin, si ça se fait et si on arrive à monter ça, c'est l'une des plus grandes monnaies locales en termes de territoire en France. Donc voilà, j'aurais aimé avoir, juste pour le dire, et avoir votre sentiment là-dessus. Et voilà. Mon sentiment, évidemment, en tant que membre du petit club très restreint qui a lancé l'idée de la monnaie locale il y a un an à peu près. Christophe, tu m'interromps si je me trompe, mais c'était à peu près il y a un an. Aujourd'hui, grâce à Christophe qui a parlé tout à l'heure pour les artisans créateurs d'emplois, et qui est tout derrière, qui pourra répondre. L'association vient d'être créée, les groupes de travail sont lancés, les premières réunions c'est cette semaine même, demain soir. C'est extrêmement important parce que oui, les monnaies locales en zone rurale existent très peu. Oui, j'y crois parce que ça fait partie, comme l'économie sociale et solidaire, d'une façon de garder l'argent ici, là où c'est utile, là où on peut créer de l'emploi. Un signe qui ne trompe pas, c'est que la monnaie locale la plus importante, celle qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est le VIR, c'est en Suisse. Et si les Suisses ont créé une monnaie locale, on peut leur faire confiance en termes de finances, ils savent de quoi ils parlent. Enfin, ça, c'était le mot de la fin. Et si vous avez des questions pour la monnaie locale, c'est derrière vous, tout droit en face de moi. Derrière John, Vincent, c'est Christophe Billan, qui est un des responsables de l'association pour les monnaies locales. Et ça reste effectivement, vous avez eu raison de le souligner, on oublie toujours de valoriser ce qu'on fait de bien. Oui, on est sur le sujet des monnaies locales parce qu'on croit dans ce qu'on fait ici. Et je pense que c'est extrêmement utile, ce sera utile, dans toute la série de qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'argent ne parte pas dans les paradis fiscaux. Je pense que si François est élu et moi aussi, on s'attaquera principalement à ces 80 milliards d'évasion fiscale qui partent au Luxembourg ou ailleurs chaque année en France, et qui serviront à financer les services publics, les hôpitaux, la recherche, les aides pour ceux qui créent vraiment de l'emploi, etc., etc. Et peut-être aussi expérimenter le revenu inconditionnel, je l'espère. Sur ce, je laisse la parole à Guillaume derrière, et je vous remercie pour avoir été aussi patient et aussi attentif, et merci à François qui est venu très loin. Moi, je viens venir le voir en échange. Guillaume.
Alors moi, comme le disait Isabelle tout à l'heure, je vais faire un peu le bisounours de la soirée. Parce que j'ai entendu beaucoup d'inquiétudes, de craintes, sûrement à juste titre. Mais on l'a évoqué tout à l'heure, le changement il doit venir d'en haut et aussi d'en bas. Alors d'en haut, ça peut se comprendre par exemple dans ce que tu disais tout à l'heure, François, on peut faire en sorte qu'un lave-linge produit en France soit plus rentable à vendre en France. Ça c'est une première chose, ce sont des actions qui peuvent être menées d'en haut. Pour rebondir sur ce que disait notre ami de la Poste, les salariés aujourd'hui, ils sont résignés. Ils sont résignés pour quelles raisons? Parce que tout simplement, on ne leur propose pas trop d'alternatives, on les met en concurrence entre eux. Donc s'ils s'en vont de la Poste, ils vont retomber sur une entreprise où les conditions sont identiques. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut aussi d'en bas recréer des choses, des alternatives, et mettre non pas les salariés en concurrence entre eux, mais les entreprises en concurrence entre eux. Et si un jour Beignet n'a plus de lait à fournir, comment fait-il pour vivre? Si Beignet est moins alléchant pour les producteurs de lait qu'une entreprise coopérative, par exemple, ou un autre modèle, je n'en sais rien. Si une entreprise comme NXP, un jour, est moins attractive pour ses salariés qu'une coopérative, que n'importe quelle autre structure, et qui n'a plus de salariés, il a besoin de force de travail, NXP, pour vivre. Donc, c'est ça qu'il faut faire aussi. Ça peut venir d'en bas, ça doit venir d'en bas. On peut créer quelque chose de différent, une alternative, pour que les gens reprennent le dessus sur l'offre qui est proposée aujourd'hui par les entreprises, les grosses multinationales. Il y a l'espoir, il ne faut pas être défaitiste. C'est mon côté optimiste, je suis désolé, mais je suis trop idéaliste. Faites-la réélire maintenant, hein. À vous de bosser. Merci. Ah, c'est pas comme ça que... Moi, je sais pas, c'est...